tout symbole est ambivalent. Comme je viens de te dire, le renard, il peut être aussi rusé que guide, aussi positif que négatif. Et ça vaut pour tout. La sémiologie, en fait, simplement, si on se réfère à l'étymologie, c'est l'étude des signes. L'étude des signes et des symboles, dans mon cas. Donc, en partant du principe que, dans mon cas, encore une fois, les sciences humaines, un peu comme l'infrastructure, ce serait la sémiologie. Parce qu'elle étudie des systèmes de signes qui irriguent les sciences humaines. Moi, je travaille beaucoup avec la religion, la mythologie, les langues, évidemment, l'étymologie, comme je l'ai dit. Et tout ça, c'est des systèmes de signes qui viennent du coup irriguer notre quotidien, nos disciplines. Et c'est ça, pour moi, la sémiologie. D'accord. Quand tu parles de signes, tu as dit de symboles. Donne-nous quelques exemples de signes et ou de symboles et quelle est la différence en fait? Ok, alors plutôt les signes, ça va plutôt être des items assez simples. Et pour moi, le symbole, je te disais un peu ça tout à l'heure, c'est au fil des siècles, le signe, donc je sais pas, mettons un signe qui va être le renard. Au fil des siècles, il va se parer de symboliques qui sont liées à l'environnement socio-culturel. Et donc plus ça avance, plus il y a un espèce de vernis qui se dépose sur le signe et qui en fait un symbole après. Le symbole, ça va vraiment être l'aspect oui, socio-culturel, D'accord. qui va donc être irrigué par différentes disciplines, parce que ça c'est Michel Pastoureau qui le dit, qui est considéré par certains comme un sémiologue. Lui, il est historien des couleurs et historien des animaux, en tout cas des histoires des couleurs et des histoires des animaux. Et ce qu'il explique beaucoup, c'est que dans son travail d'historien, il ne peut pas y avoir vraiment de séparation entre des disciplines que seraient la sociologie, l'étymologie, l'histoire, mais aussi la littérature, mais aussi la mythologie, parce que tout ça, ça forme une espèce d'unité qui est le symbole, en fait. D'accord. D'accord. Tout ça, ça forme une unité qui est le symbole. Alors ça a l'air très puissant. Donc on va essayer de creuser un petit peu dans cette voie-là. Euh, donc tu parlais du renard tout à l'heure, Ouais. et après on a parlé de symboles. Quand on pense au renard, on s'imagine certaines choses, on s'imagine le renard rusé, c'est ça le symbole? En fait, c'est une partie du symbole. Ok, Le symbolisme du renard, effectivement, comme tu l'as dit de façon très spontanée, ici en Occident, c'est un animal qui est rusé. Maintenant, si on élargit et qu'on va voir les symbolismes dans d'autres parties du monde, par exemple en Mongolie, le renard, il n'a pas du tout ce rôle-là. En fait, le symbole, il est témoin de la façon qu'on a d'observer un peu notre environnement. Ici, le symbolisme du renard, il a été très influencé par le christianisme, puisque nous, en France, on est dans un terreau judéo-chrétien. Et donc, le christianisme, lui, comme il voit les choses de façon assez binaire en termes de symbolisme, soit le mal, soit le bien, on a directement rangé le renard dans le mal, puisque de façon assez immédiate, les gens, au fil des siècles, ont vu que le renard était celui qui allait piller les poulaillers, etc. Parfois même, moi, comme j'ai beaucoup travaillé avec les bestiaires, parce que c'est mon cœur d'expertise, il y a vraiment cette chose-là dans les bestiaires de la ruse, mais qui est illustrée souvent, par exemple, on dit que le renard se couvre de ce qu'il y a par terre pour être encore moins visible, en tout cas il réfléchit vraiment sa façon d'aller tuer en fait les poules, enfin, en tout cas ses proies. Et donc voilà, ça c'est en Occident. Donc ça fait partie du symbole qu'est le renard, oui. du noyau, mais il n'y a pas que ça. Comme je te disais, si on va en Mongolie, par exemple, le renard, il va vraiment avoir ce rôle de psychopompe. Psychopompe, c'est en fait, c'est la fonction qui va amener les âmes d'un monde à un autre. Ça se retrouve beaucoup, moi, dans ce que j'ai étudié, les contes. On retrouve beaucoup d'animaux blancs, notamment. Moi, j'ai étudié beaucoup un recueil de Les Bretons. Et donc, dans cette partie de la France, c'est très, très vivant, ça. Des animaux blancs qui font aller les héros d'un endroit à un autre et qui, en fait, les amènent dans un autre monde à la fin. Un monde fantastique, un monde merveilleux. Et donc ça, c'est psychopompe, pour définir un peu ce terme qui est un peu obscur souvent. J'avais jamais entendu. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Moi, dans mes études, forcément, j'ai deux niches. Voilà, au Moyen-Âge, c'était assez fréquent, en tout cas dans les auteurs qui commentaient puis qui expliquaient ça. Et donc, si tu vas en Mongolie, il va avoir ce rôle-là, simplement parce que là-bas, ils n'ont pas été du coup influencés par le regard du christianisme, mettons.
Et que pour eux, le renard, ça va vraiment être celui qui sait où il va, qui connaît la forêt comme personne. Il va vraiment avoir ce rôle de guide, en fait, parce qu'il sait se repérer. Voilà, quoi, il connaît exactement tous les recoins. Et du coup, là-bas, ce qui est intéressant d'un point de vue ethnologique, c'est que on met au-dessus des berceaux des nourrissons des petites figurines en forme de renard. Et ça fait écho à la fonction psychopompe parce que du coup, on part du principe que le renard va être un guide Oui, au-dessus du berceau du nourrisson qui va permettre au nourrisson d'être guidé dans le sommeil et de ne pas rester bloqué dans des mondes invisibles ou des cauchemars ou voilà, ce d'accord. genre de choses. Donc en fait, l'idée, quand on étudie la sémiologie, quand on travaille avec les symboles, c'est vraiment de toujours avoir en tête une règle très importante qui est tout symbole est ambivalent. Comme je viens de te dire, le renard il peut être aussi rusé que guide, aussi positif que négatif. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour les couleurs aussi beaucoup. Euh, c'est jamais immuable et ça dépend du contexte, ça dépend de tout un tas de facteurs qui font que voilà, c'est pas c'est pas clair et défini. Et c'est aussi souvent une affaire de sensibilité, d'imaginaire, des populations, de leur relation avec leurs environnements. Voilà, donc il y a tout un tas de choses à prendre en compte là-dedans. Donc, un symbole n'est ni intemporel ni universel. En fait, c'est une question difficile parce que les symboles, ils répondent à un besoin qui est universel. En fait, leur substance, elle est universelle, mais la façon dont on se les approprie, elle dépend d'un contexte qui se différencie selon les personnes. Ok. Ok. Bon, j'ai plein de questions là déjà, donc je sais pas par laquelle je vais commencer, puis j'en oublier au fur et à mesure et je vais en avoir d'autres après. Tu as parlé d'ethnologie, c'est Ouais. ça? C'est quoi l'ethnologie? L'étude des populations. D'accord. Ok. Euh, à quel point est-ce que le symbolisme, à quel point est-ce que ce que tu étudies finalement euh, est une part importante de l'étude d'une population? Et je, je peux peut-être préciser, quand on étudie une population, on peut peut-être étudier une population actuelle ou une population du passé. Donc voilà, je ne sais pas comment tu répondras à ça, mais voilà, je me pose cette question. Le symbole, les symboles liés à une population, c'est quoi? C'est une pièce du puzzle pour comprendre comment s'organise cette population, pour comment elle évolue, d'où elle vient et où elle va. Je ne sais pas si ça s'étudie vraiment, mais au moins savoir d'où elle vient. Peut-être pas comment elle s'organise, mais en tout cas, ça permet d'avoir une idée de la sensibilité de cette population-là. Je parlais d'ethnologie, mais l'anthropologie aussi, ça peut s'y prêter. C'est vraiment... En fait, moi, j'aime bien dire ça quand on me demande de me présenter ou de présenter mon métier. L'idée, c'est vraiment, en étudiant les symboles, et de mettre les lunettes des civilisations qui nous ont précédés ou d'autres civilisations. Parce que, pour moi, c'est une vraie porte d'entrée vers l'imaginaire et vers, comme je te disais tout à l'heure, la façon dont on a d'interagir avec son environnement. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de fabuleux dans les symboles et de très riche, c'est tous les récits qui y sont associés. Et c'est avec ça que je travaille, moi, c'est avec cette matière-là. En fait, je travaille pas vraiment avec des symboles isolés, Oui. mais je travaille beaucoup avec des récits. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure quand je faisais référence au système de signes, mais les contes, les légendes, le folklore, les croyances, tout ça c'est très important pour moi. En tout cas, ça fait partie un peu de ma boîte à outils quand j'ai un axe, quand j'ai un thème précis. Donc je dirais que c'est vraiment un peu une espèce de porte vers l'imaginaire, les symboles, parce que tu peux y accéder par, comme je disais, la religion, la mythologie. Les contes, tout ça, ça te met dans une posture singulière, en tout cas, une posture de communion avec quelque chose. Et c'est là que les symboles sont intéressants. C'est vraiment quelque chose de... un médium vers le spirituel, souvent. Les populations... ouais, je dirais que c'est ça. Ça te transporte quand tu étudies les symboles, les signes d'une population ou d'un peuple éteint, par exemple. Je sais pas moi, comme l'épisode peut-être qui sort juste avant le tien, c'est sur la lecture, lecture de romans. Mon invité me disait, bon bah quand il lit, voilà, il se retrouve dans un autre monde. Je sais pas si c'est exactement ces mots, mais voilà, il y a vraiment de ça. Toi, c'est un peu le cas aussi quand tu étudies ce genre
ce genre de choses? Est-ce que je sais pas moi, est-ce que tu te retrouves dans l'Égypte antique? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu vis les choses? Ouais, complètement, moi, ça me fascine et ça me transporte complètement d'aller en Égypte. Là, j'ai lu récemment les mythes mésopotamiens. Ça aussi, moi, le Moyen-Orient, ça me fascine. Mais en fait, c'est un peu... c'est étonnant ce que je ressens quand je lis tout ça parce que à la fois, ça me transporte dans un passé, dans un ailleurs, mais à la fois, ça irrigue tellement ma compréhension du présent. Et tu vois, je prends souvent cet exemple du tilleul, qui est un arbre un peu commun de nos jours, dans nos contrées. Avant que je lise un conte où il était l'arbre de l'amour, parce qu'il a des feuilles en forme de cœur, je me serais jamais dit, en passant à côté d'un tilleul, mais c'est l'arbre de l'amour. Mais le fait d'avoir mis les lunettes de quelqu'un qui lit un conte au XIIIe ou XIIe siècle, dans lequel cet arbre est vraiment associé à l'amour. Puis là, je te parle des feuilles, mais en fait, au Moyen-Âge, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est l'arbre. C'est l'arbre de l'amour parce que il y a au moment où les abeilles viennent butiner dans le tilleul, ça fait une espèce de mélodie. Tous les arbres, tous les instruments de musique en général, enfin pas tous, mais la majorité sont faits dans du bois de tilleul au Moyen-Âge parce que y a cet aspect un peu sérénade, un peu mélodie, comme je viens de le dire. Et puis on peut faire plein de choses avec le tilleul, et donc il y a cette fameuse feuille en forme de cœur. Et voilà, moi, ça irrigue vraiment ma compréhension du présent, et c'est vraiment ce que j'adore dans mon métier, c'est d'être une passeuse d'histoire. Voilà, en disant, je vous donne tous les outils pour que vous ayez une autre façon potentielle de vous connecter à votre présent, avec l'apport de toutes ces civilisations qui n'avaient pas du tout notre sensibilité. Et tant mieux, parce que du coup, c'est toujours très riche d'en avoir plusieurs, mais ouais, c'est ça qui me fait plaisir. Et du coup, ouais, j'ai l'impression d'être toujours avec toutes ces petites connaissances quand je me balade dans la forêt ou Oui. ce genre de choses. Je suis là, ah oui, une Silène, mais Silène, c'était le précepteur de Dionysos. Ah oui, ça, c'était tel mythe. J'ai vraiment une lecture qui est différente du coup de mon présent grâce à tout ça. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, avant de repasser sur des questions peut-être un petit peu plus générales, par rapport au tilleul et aux instruments de musique, Mhm. est-ce que tu sais ou est-ce que tu penses, par rapport à, tu disais que la plupart des instruments de musique du Moyen-Âge étaient faits en bois de tilleul. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a une cause du symbole euh, plus forte peut-être que des questions purement physiques? Euh, un, un bois est peut-être plus adapté à être modelé, ou au contraire après à être résistant à l'usure, au vieillissement. Euh, Qu'est-ce qui, à ton avis là-dessus, qu'est-ce qui compte le plus si tu dis qu'il y a vraiment une dominance du bois de tilleul sur les instruments de musique de l'époque? Est-ce que le symbole a peut-être euh, précédé les vraies qualités Mhm. physiques du matériau? Alors déjà, c'est pas, je ne le sors pas de nulle part. Quand je te dis que le bois de tilleul a été utilisé pour des instruments, c'est évidemment des médiévistes qui l'ont étudié. Je me doute. C'est pour ça que j'ai pas du tout pensé à remettre en question cette phrase. Non, non, mais je préfère le dire, je ne fais pas mes petites statistiques sur les essences d'arbres. Mais non, alors en fait, ce qui est super intéressant dans ta question, ça va me permettre de peut-être clarifier certaines choses. Souvent, de ce que j'en ai vu et étudié, les symboles, ils prennent naissance avec des particularités physiologiques qui sont plutôt d'ordre physique, que ce soit pour les animaux. Et ensuite, les récits, quant aux symboles, viennent parfois modeler une interprétation, mais qui est de près ou de loin liée à cette particularité physique de base. Oui. C'est d'ailleurs pour ça, moi, qu'à la base, j'ai une formation de littérature. Et j'avais donc sur les symboles, en tout cas, ce filtre littéraire, anthropologique, civilisationnel parfois. Mais je sentais que comme je n'avais pas une vraie connaissance, j'allais dire scientifique, de mon objet d'étude qui était les animaux puis les plantes après, il me manquait une pièce, quoi, Ok. pour comprendre les symboles. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation, une grosse formation d'herboristerie et de botanique après, et d'ornithologie, parce que j'adore les oiseaux, et c'est aussi un de mes objets d'étude favoris. Pour vraiment justement voir à quel point tout ça s'était lié, dans quel sens, dans quelle proportion. Et donc là, je pourrais pas répondre avec précision à ta question, mais ce que je peux te dire, c'est que très souvent,
on part d'une particularité physiologique Oui. et ensuite le symbole vient, comme je te disais tout à l'heure avec le renard d'abord, et ensuite les siècles, les croyances, les traditions viennent s'ajouter en couches successives pour en faire le symbole qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Tu peux donner un exemple de ces couches successives par rapport au renard ou par rapport à quelque chose d'autre, que j'arrive à comprendre un cheminement. Je ne sais pas sur un exemple, mais si tu en as un, ça m'aiderait beaucoup à arriver à me projeter un petit peu sur la création de ce symbole enfin, final, je vais dire final, mais comme tu dis, il évolue, donc c'est final parce qu'aujourd'hui on s'arrête en 2024, mais il va certainement continuer d'évoluer. C'est quoi les couches de l'oignon? Globalement, c'est toujours un peu les mêmes. L'Égypte, la Grèce, l'Empire romain, le christianisme, parfois la culture celte, Ok, germano-scandinave aussi. En tout cas, voilà, nous, en France, on a vraiment ces 3 pôles, germano-scandinave, celte, romain, grec, tout ça qui viennent irriguer les symbolismes en fait. d'accord. Et évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai oublié, le christianisme. Tu l'as dit au début. Oui, Tu l'as voilà. peut-être pas redit, mais tu l'avais dit au début. Oui, Ouais. voilà. Et c'est ça les couches de l'oignon. Globalement, quand tu vas, en tout cas ici, hein, c'est valable Oui, pour bien la sûr, France, bien sûr. parce que elle est aux confins de plusieurs cultures. Parfois aussi, on retrouve des cultes, je pense au culte marial qui serait à l'origine peut-être des cultes d'Afrique du Nord. Enfin voilà, après il y a des hypothèses, mais globalement, les influences, elles se passent autour de la Méditerranée. Et quand tu vas étudier un symbole de façon, j'allais dire, un peu succincte, mais que tu vas avoir un espèce d'aperçu malgré tout exhaustif, il te faut aller chercher d'abord l'Égypte, ensuite la Grèce, puis les Romains, puis le christianisme. Selon les objets d'étude, peut-être le Nord aussi, donc les Celtes et les Germains et les Scandinaves. Et globalement, avec ça, tu as un aperçu assez cool, assez éclairant. Mais voilà, c'est pas figé tout ça. Après, ça dépend aussi de l'axe qui est recherché. Mais je sais pas si c'est plus clair, en tout cas, ces couches-là. Si, carrément. Parce que c'est vrai que quand tu parlais de couches, c'était très abstrait. Là, Oui, ça devient un peu plus concret. c'est vrai. Est-ce que tu aurais un exemple, quelque chose que tu as étudié récemment et dont tu te rappelles de la façon, la façon dont tu as épluché l'oignon ou en fait, c'est peut-être un peu le contraire du coup, parce que tu pars peut-être du cœur de l'oignon pour arriver à la couche extérieure. Est-ce qu'il y en a un qui te vient ou est-ce que c'est un peu compliqué comme ça de ressortir? Alors, là, il y en a pas qui me viennent, mais je peux quand même. Là, il y a des choses qui remontent, donc je vais te les partager. Ok. J'ai pensé à la biche tout à l'heure parce que, comme le renard, il y avait cette espèce de qualité psychopompe aussi. Je pense à un lait. Donc, le lait, c'est un nom qui veut dire, en fait, c'est une forme brève narrative. Au Moyen-Âge, c'est un conte en fait. Si je J'ai employé schématise. le terme tout à l'heure et j'ai laissé passer sans le comprendre. En général, j'arrête les gens et voilà, je suis content que tu reviennes dessus. Voilà. Donc, je schématise. Désolée pour les médiévistes qui me regardent, mais globalement, pour moi, c'est un conte. Et du coup, voilà, la biche, elle a cet aspect-là, cette fonction-là. Mais par exemple, dans la mythologie grecque, elle va être liée à Artémis. Donc, ça va être une symbolique qui va être associée, donc un peu par voie de conséquence à la patronne de la chasse sauvage qui est Artémis. Et donc là, ça va être, si on pense à Artémis, peut-être une dimension de chasteté, une dimension de droiture. C'est une déesse qui sait ce qu'elle veut, qui est très claire. Quand elle n'est pas honorée correctement, elle n'hésite pas à faire des petits massacres. Enfin voilà, il y a un truc où ça intervient dans du coup quelque chose de plus large. Et donc la biche blanche, par exemple, que moi j'ai connue dans mon mémoire, elle va plutôt être présente chez les Celtes, tu vois. Les animaux blancs, c'est plutôt dans le monde celtique. Il y a aussi des sangliers blancs, enfin il y a plein de choses. Et c'est toujours cette symbolique de passage entre les mondes.
Donc tu vois, déjà, on a un animal, mais en fait, selon les civilisations, c'est pas tout à fait la même chose. Pour le christianisme, alors là, je vais m'éloigner de la biche, mais je peux te faire une petite déviation vers le cerf. On est dans les cervidés quand même. Allez, ça va, marche. ça passe. Christianisme, le cerf, c'est le Christ, tu vois. Ok. Légende de Saint-Hubert, où en fait le Christ s'est présenté devant lui sous forme d'un cerf, avec une croix entre ses bois. Donc là, tu vois, si on est dans le christianisme, si tu vois un cerf, c'est directement le Christ. Ok. Donc, pour t'exprimer que voilà, tous ces systèmes de signes, ils fonctionnent indépendamment les uns des autres, mais ils font référence au même item. Bon, sauf le cerf, parce que j'étais partie sur la biche, mais Ouais. voilà. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que... Comment dire, dans notre présent 2024 en France, qu'est-ce qu'on associe à la biche principalement? Qu'est-ce que le grand public, tu vois, les personnes qui ne se sont pas posées la question, qui connaissent pas Artémis, qui je veux dire, qui connaissent pas le Christ, bon, il y en a peut-être moins, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Moi, je pense directement à l'expression avoir des yeux de biche. Pour moi, c'est la femme. Enfin, c'est clairement cet aspect très docile, très voilà, un peu fragile aussi, puisque la biche, elle a des toutes petites pattes. On dirait parfois qu'elle va s'entraver ou je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être mon regard anthropomorphique qui parle, mais en tout cas, oui, c'est un animal qui paraît un peu fragile et surtout très associé au féminin. Mais là, moi, c'est pas trop encore une fois, c'est pas trop mon champ d'expertise. Souvent, quand je fais des études de cas, des animaux, je m'arrête au Moyen-Âge parce que déjà, pour moi, il y a plein de choses à dire ici et c'est souvent très, très puissant. Comme, en fait, je l'ai pas dit, mais au Moyen-Âge, et c'est pour ça que moi, j'ai fait ces études-là avant d'exercer la sémiologie. Tout doit faire signe, puisque je crois qu'il n'y a que 25% des gens qui sont lettrés. Donc c'est pour ça que c'est très important de parler en termes de symboles, parce que à l'époque, les gens ne pouvaient pas lire. Et du coup, c'est une époque où c'est aux confins de plein de choses, plein de disciplines qui s'incarnent. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment très riche déjà là. Et après, je laisse les spécialistes des autres siècles s'en occuper parce qu'on peut pas. Déjà, moi, de partir en général de l'Égypte, et je le fais pas toujours, mais jusqu'au christianisme et jusqu'au Moyen-Âge, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup de choses à dire. Que j'ai pris ce parti de pas aller, plus en avant dans les siècles. Maintenant, voilà, comme tu me poses la question là, je suis capable de dire que la biche, c'est plutôt le féminin. Et puis tu vois là, je pense même à des chansons, tu vois, biche, oh ma biche, c'est très très, c'est un regard très masculin sur quelque chose de très féminin. Maintenant, je ne pourrais pas t'en dire trop plus. Je pense qu'il y a d'autres sémiologues qui pourraient t'en parler, mais oui, voilà ce que je peux te dire. Ok. Ça y est, j'avais une question bien précise et elle vient de partir. Je te la reposerai plus tard, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, en tant que sémiologue, qu'est-ce que tu fais? Pour qui est-ce que tu fais des recherches? Quels sont les objectifs de ces recherches-là, d'un point de vue relativement concret? Ok. Alors, moi, j'ai 3 types de configurations dans lesquelles je travaille. D'abord, je travaille avec des agences de communication et des boîtes de marketing, donc dans un esprit, enfin pas dans un esprit, mais dans le monde de la communication et du marketing. Je travaille en collaboration avec ces structures-là pour proposer des identités de marque. Donc là, je vais assister les gens, leurs clients, pour trouver un nom, donc du brand naming, pour trouver un logo. Moi, je ne dessine pas le logo, mais je le conceptualise. Je fais un brief en général avec la personne et je lui dis, bah voilà, vous voulez une identité, vous avez ce message-là à faire passer, vous vous décrivez comme ceci, ceci et ceci. Je peux peut-être penser que cet item symbolique-là, vous irez. Et là, avec la personne et le graphiste, on réfléchit à quelque chose. Ça, c'est le premier grand axe. Ensuite, j'ai un axe qui va être vraiment rédaction de contenu, donc articles, différents types d'articles. Soit vraiment des articles assez denses, ce que j'appelle des revues de presse, où là, c'est une thématique qu'on choisit de fouiller vraiment, vraiment. Et donc là, je fais intervenir l'ethnologie, l'anthropologie, l'archéologie, enfin tout ce que je peux trouver, tous les systèmes de signes qui me permettent d'irriguer le but de la personne qui me le demande, je les mets dedans.
Ensuite, j'ai des articles un peu moins denses. Donc là, ça va être des articles pour les personnes qui souhaitent explorer une symbolique qui est reliée à leur univers de façon ponctuelle. Et puis après, des articles de récurrence où là, c'est plutôt temps de lecture 3-4 minutes pour initier un peu à la symbolique de quelque chose en particulier. Là, par exemple, je pense à un client qui m'a demandé un article sur la symbolique de l'abeille parce qu'il venait de parrainer une ruche. Ça peut être ça. Et ce que je n'ai pas dit dans l'aspect branding, communication, marketing, je fais ce qu'on appelle des récits de sens. Donc là, c'est comme une plateforme de marque un petit peu. Donc c'est tout ce dont le client a besoin pour parler de son entreprise en se reliant à l'héritage culturel collectif, quoi. Ok. Voilà, moi j'ai vraiment ce rôle-là. Et le dernier axe, ça va être de la formation. Donc de l'intervention dans des écoles, dans des structures, dans des incubateurs, pour toujours initier, sensibiliser à la sémiologie, qui peut être une valeur ajoutée, enfin qui est une valeur ajoutée dans tout plein de domaines. Et donc là, ça peut prendre, encore une fois, différentes configurations, mais globalement plutôt de l'intervention. Ça peut m'arriver de faire des conférences, mais voilà, c'est globalement ces 3 axes-là qui me font vivre. Beaucoup de rédaction d'articles, pas mal d'interventions et quelques récits de sens super chouettes. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Et là, je suis en train de réfléchir à vraiment des workshops, des ateliers pour des structures, par exemple, pour te donner des exemples un petit peu concrets. Là, j'ai rencontré un laboratoire textile et moi, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est leur proposer un workshop sur la symbolique des tapis berbères, la symbolique des symboles berbères dans les tapis, pour faire cette espèce de, comment dire, de parallèle entre, on peut lire un tableau quand on a les connaissances nécessaires et se dire, ah oui, je reconnais tel personnage, ça veut dire ça, ah oui, d'accord. Mais par contre, un tapis, non. Sauf quand on a une ressource qui est un énorme bouquin sur la symbolique berbère que j'ai. Et donc voilà, c'était cette idée de me dire, je peux transmettre ce qu'il y a dans ce bouquin-là pour ces gens. Ça fait tout à fait sens dans le cadre d'un atelier textile qui travaille évidemment avec la fibre. Donc ça peut être ça. Puis là, je suis en train de réfléchir à proposer un atelier sur l'héraldique, comme donc l'héraldique, la science des blasons, des armoiries, pour initier un petit peu la réflexion sur son identité quand certains porteurs de projets sont un peu en galère pour trouver les symboles qui vont les représenter, apporter un peu cet éclairage de l'héraldique qui était en fait des logos avant l'heure. Je pense que ça pourrait être intéressant et surtout assez ludique et par un chemin détourné qui serait celui des armoiries, en fait, faire réfléchir à ce qui est vraiment important, qu'on a vraiment envie de faire figurer pour nous représenter. Ça, je trouvais que c'était chouette. Donc, si ça peut te donner plus de concret, voilà ce que je fais. Ouais, ça fait beaucoup. Tu viens de dire un truc qui est très très important pour moi, faire ressortir ce qui est vraiment important. Tu vois, là, tu es sur principes fondamentaux. Le but, c'est un des buts, mais peut-être le but principal, c'est ça, c'est de faire ressortir ce qui est fondamental, ce qui est à la base d'un sujet. Et en gros, ce que tu dis, c'est que un blason, ou un logo, du coup, le but, c'est de faire ressortir rapidement, en très très peu d'espace, j'allais dire très peu de mots, mais du coup, il n'y a même pas de mots, très peu de traits, de crayons, ou très peu de couleurs, arriver à faire ressortir quelque chose qui va identifier la marque, qui va la représenter. Et voilà, je voulais juste souligner ça parce que ça me parle beaucoup. Mais justement, c'est chouette que tu dis ça parce que les armoiries, donc les logos, c'est arrivé à un moment dans l'histoire, donc au Moyen-Âge. Et à un moment où il y avait vraiment ce besoin d'identité, parce que ça, c'est Michel Pastoureau qui le dit, qui est donc spécialiste des couleurs, des animaux et de l'héraldique. Et il explique qu'en fait, les armoiries, elles sont arrivées en même temps que le nom de famille. Et donc, en fait, il y avait vraiment que les deux soient un peu simultanés, ça a dénoté vraiment un besoin de se différencier, un besoin d'identité, quoi. Se dire, parce qu'en fait, tout le monde n'avait que des prénoms, et donc il y avait beaucoup de confusion à l'époque. Et donc, voilà, c'est vraiment ce désir identitaire, quoi, qui était très fort. T'as vu le film RRRR? Ah non, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je l'ai pas vu. Parce qu'ils sont à l'âge de pierre,
Et à l'âge de Pierre, tout le monde s'appelle Pierre. Ah ouais, c'est trop drôle. Les hommes, les femmes, les enfants, voilà. Et donc, j'ai eu exactement cette vision quand tu m'as dit, à l'époque, ils avaient que des prénoms, donc c'était pas très pratique. Mais un peu confusant, quoi. Exactement. D'accord. Et c'est à peu près à quelle époque que c'est arrivé, ça? Les noms de famille et du coup les armoiries? 12-13e siècle, je dirais. Ok. Je peux pas faire pour ne vraiment pas dire de bêtises, je dirais entre le 11 et le 13e siècle. Là, je suis assez sûre de pas dire de bêtises. Personnellement, ça me suffit en termes de précision. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, Ouais. mais moi, déjà, ça me donne un ordre d'idée et c'est ça qui compte pour moi. Entre-temps, j'ai retrouvé, j'avais une question, celle qui m'avait échappé tout à l'heure, et puis une autre que je voulais te poser. Je vais commencer par celle qui m'avait échappé. Tu disais, à une époque, il y avait peu de gens qui savaient lire, donc il fallait des symboles, il fallait des choses qui se reconnaissent. Donc c'est un peu spécifique ce que je vais te demander, tu n'auras peut-être pas la réponse. Est-ce que tu as vu que à chaque arrêt de tram de Clermont, ok, donc tu sais ce que je vais te demander, il y a un animal, Oui. un animal différent. Je me suis demandé à quoi ça servait, et je me dis, toi, tu as peut-être la réponse. Alors, j'ai vraiment voulu me renseigner sur la question, de savoir pourquoi il y avait même des animaux exotiques qui étaient représentés. Je crois qu'il y a un panda, non? Il n'y a pas... Je suis quasiment sûr qu'il y a un panda, probablement un tigre. Et un chameau, ça c'est sûr. Ou un dromadaire, ouais, je crois que j'ai vu ça. Ouais. Il y a une baleine, il y a... je pense qu'il y a un lion. Alors, en vrai... Bon, il y en a pas mal. Il y a pas mal d'animaux. Il y a vraiment pas mal d'animaux. Je peux pas te dire... je peux pas vraiment te dire pourquoi il y a ces animaux-là. Maintenant, je peux te dire que dans la grande famille des symboles, les animaux, première place, direct. Ah oui. Ouais. Parce que l'homme a été d'abord et surtout en relation avec eux d'abord, tu vois. La chose la plus évidente après un autre être humain que toi, c'est un animal. Devant les arbres, devant les rivières, devant... Mais oui, mais parce que tu as une relation qui est toute différente et très, très sensorielle, très immédiate. Et donc, vraiment, le bestiaire, donc l'étude des animaux, ça arrive très loin devant les autres symboliques, surtout au Moyen-Âge. Et c'est pour ça aussi qu'on se les fait représenter sur des blasons. Et ce qui me permet de dire qu'il y a une super expo au musée Lecoq à Clermont sur l'ours. Et j'y pense parce qu'il y a une partie sur tous les blasons, enfin pas tous, mais je crois qu'il y en a une dizaine de blasons d'endroits différents avec un ours dessus. Ah oui. Donc tu vois la puissance la puissance de l'animal. Et après, l'ours, c'est particulier parce que c'est vraiment un peu le double sauvage de l'homme. Surtout quand il se met sur ses deux pattes, il y a vraiment un truc très fort, tu vois, qui se passe. Donc de tout temps, ça a été très fort entre l'homme et l'ours. Et puis, je vais pas tout spoiler l'expo, surtout que c'est l'expo du Muséum de Toulouse que j'adore, Muséum d'histoire naturelle là-bas, qui est incroyable. Mais du coup, elle est à Clermont, donc il faut en profiter. Il y a aussi une partie avec les contes qui mettent en scène l'ours. Et ça, les contes, ils nous disent tellement. Justement, tu me posais la question un petit peu plus tôt, à quel besoin ça répond, etc. Les contes, ça répond vraiment à ce besoin d'avoir des récits, de transmettre des récits, d'avoir finalement une espèce de référentiel commun pour une population à un moment donné. Et donc, ouais, j'y pense et c'était vraiment trop chouette. En plus, ils ont gardé les langues originelles. Ils ont pas ils les ont traduits en sous-titres, mais je veux dire, on entend vraiment parler russe, on entend vraiment parler amérindien. Enfin, amérindien, là, c'est grossier parce que je pense que c'est une langue plus précise que juste de l'amérindien, mais voilà. D'accord. Oui, donc la question que j'avais en tête et à laquelle tu viens déjà de répondre, c'est que c'est 12, tu as dit, 12 blasons qui utilisaient des ours, c'est ça? Ah là, je crois, à l'expo, il y en a une dizaine au moins, ouais. Bon, voilà. Ils viennent d'endroits très différents. Ouais, ils viennent de Madrid. Par exemple, il y a un ours sur le blason de Madrid, il y a un ours dans un blason d'une ville en Savoie, je me souviens, aussi en Alsace. Je pense aussi d'une ville en Europe de l'Est. Parce que justement, en fait, moi, j'ai découvert aussi avec cette expo que les ours, ils étaient presque plus présents en France. Dans les Pyrénées, il n'y en a plus, je crois. Et justement, s'il y en a encore, c'est qu'ils nous en ont réintroduit. Il me semble que c'est de la Slovénie, si je dis pas de bêtises, qu'ils en ont fait revenir. D'accord. Du coup, ça explique que ce soit vraiment très, très fort, en tout cas là-bas. Mais ce qui est super intéressant dans ces différents blasons, c'est que tu vois que les raisons qui motivent le choix de l'ours sont hyper différentes.
Ok, Pour une ville, ça va être parce que, niveau étymologie, le mot ours et le nom de la ville, ça se ressemble. Pour une autre ville, c'est parce qu'en fait, le maire ou le fondateur ou le seigneur d'antan de cette ville-là a été attaqué par un ours, mais en fait a survécu. Une autre ville, ça peut être simplement pour la symbolique robuste, vaillante, tu vois, de l'ours. Et donc, c'est là que tu vois que c'est fabuleux, parce qu'en fait, c'est jamais motivé tout à fait par la même chose, même si, évidemment, le sème, donc ce qui porte le sens, le sème commun, ça va être la vaillance, la force, tu vois. Euh, l'agressivité. ouais, en tout cas, l'aspect fort et dense, tu Ok. vois. Mais oui, ça peut être la férocité si c'est un seigneur qui a, par exemple, conquis de nombreux territoires, bah, ça peut se retrouver. Il a été féroce contre ses adversaires et voilà. Mais après, au niveau aussi, tu vois, Arthur, le prénom Arthur, ça, étymologiquement, ça fait référence à l'ours. D'accord. Donc, c'est facile aussi par rapport à tout l'imaginaire médiéval arthurien, donc du roi Arthur, de se dire, ah bah, ce roi, il a la force d'un ours. Enfin, tu vois, c'est facile. Après, Ouais. tu peux faire des jolies histoires. Et justement, moi, la sémiologie, au présent, à l'instant T, elle sert pour moi ce propos d'aider les gens à raconter des histoires Hmm. en convoquant toutes ces disciplines dont je te parle depuis le début. Et de repeupler nos imaginaires, en fait. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre, de repeupler nos imaginaires en allant voir un peu comment on regarde ce qui nous entoure, quoi. Ouais. Via ces histoires que peuvent raconter les marques ou peu importe, on touche au subconscient des gens grâce à ces symboles, ou est-ce qu'on reconstruit les histoires, tu vois? Par exemple, si tu, je sais pas moi, si dans un logo tu vois une tête d'ours, est-ce que est-ce que même sans t'intéresser à la chose, t'as un sentiment, je sais pas moi, lié Hmm. à la symbolique de l'ours? Est-ce que, tu vois, c'est un peu ça ma question. Est-ce que ça déclenche des choses qui sont ancrées en nous depuis toujours? Sans aucun doute, bien que je n'ai pas de preuves de tout ça, et c'est pas quelque chose, j'allais dire qui m'intéresse, mais c'est pas quelque chose auquel je donne de l'importance. Mais si c'est le cas, c'est cool, Hmm. tu vois. Euh, Parce que s'attaquer aux sphères de l'inconscient, tout ça, c'est quand même un autre niveau qui, moi, enfin, voilà, moi, je vais pas là-dedans, mais en effet, il y a une force de symboles qui sont très présents dans l'imaginaire collectif. Tu vois, le lion, pareil, et pourtant, on n'a pas de lion en Europe, tu vois. Hmm. Donc, pourtant, le lion, c'est sur 75% des armoiries à une époque donnée, c'était avec un Ah lion. ouais. Ouais, donc tout ça, effectivement, ça doit faire référence à ça, et je pense que c'est très subtil. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, mais parce qu'il fait écho à ma sensibilité, qui est très poétique, je trouve. C'est un mythologue qui s'appelle Joseph Campbell. Et lui, il explique que la mythologie, notamment, c'est apprendre à écouter la musique des sphères, tu vois. Ok. Quand tu commences à comprendre, à lire beaucoup de mythes, etc., qu'il y a une espèce de structure qui s'en détache et tu peux, euh, que tu peux voir qu'en fait, ça fait écho à des problématiques qui sont inhérentes à toi. Là, tu parlais de subconscient, tu vois, ou inconsciente. Et que en fait, en lisant ça, tu trouves un certain réconfort ou tu trouves une certaine émotion qui est liée à ça parce que ces héros que tu lis, ils sont en train de faire des choses dans des degrés divers et des mesures moindres, tu vois, mais qui peuvent qu'il peut y avoir un effet de miroir qui peut être intéressant, tu vois. Et c'est pour ça que j'y pense par rapport à ta question. Hmm. Ouais. Donc il peut se cacher quand même des choses de cet ordre-là dessous, mais toi, c'est pas forcément un objectif principal, conscient, quand tu travailles avec des marques. Bah, disons que c'est toujours mieux, enfin, ce serait idéal d'avoir ça, mais pour moi, il y a déjà tellement à faire dans les simples faits, dans les simples systèmes, dans les complexes systèmes de signes que j'utilise, Oui. que voilà, j'ai pas cette appétence pour cette science-là, mais effectivement, elle est là et on peut pas le nier parce qu'en plus, voilà, quand je commençais voilà, à théoriser un petit peu ce qu'était la sémiologie,
les symboles, c'est quand même une substance spirituelle, quoi. Donc, on peut pas enlever ça. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai pas assez étudié, tu vois. Tout cet aspect un peu subconscient, etc. Parce que déjà, il me faut me construire une base de données riche de tout ce que je viens de t'évoquer, là. Et on n'a jamais fini, les contes, la mythologie, tout ça. Je suis en constante formation. Mais par contre, ça me fait penser, ce que tu dis là, que moi, j'ai vraiment envie de développer un axe davantage un peu sensoriel dans ce que je propose, dans le sens beaucoup plus, ne pas simplement me faire médiatrice de ce qu'enseignent les contes ou de ce qu'ils sont, mais les compter. Tu vois, vraiment me mettre dans cette posture de conteuse pour permettre aux gens de voir comment ils reçoivent ça, en fait. Sans parler d'analyse devant, derrière, après, avant, je sais pas. Ouais. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer. Et du coup, j'ai une formation de prévue cet été. Et en parlant avec le formateur, le responsable pédagogique de cette formation, il m'expliquait que l'idée de cette formation, c'était aussi de pouvoir compter de façon à avoir une posture qui permette aux gens d'être le plus réceptifs possible au conte. Parce qu'il m'expliquait, si je fais 3 pirouettes et que je fais 15 voix différentes dans mon conte, tu vas recevoir l'histoire, mais tu vas pas recevoir de façon subconsciente un petit peu tout ça. Et moi, j'étais là, ah oui, c'est super intéressant. J'avais pas encore, tu vois, eu cette réflexion en me disant, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs façons de compter et qu'il peut en sortir des choses différentes. Que effectivement, peut-être que si tu appuies sur cette partie-là, ça va faire écho à quelque chose. Je savais pas. Mais du coup, je trouvais ça intéressant. Alors, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, c'est voilà, dans les ateliers, oui, quelque chose dont je t'ai pas parlé, mais et qui marche beaucoup pour moi en ce moment, c'est les ateliers de yoga. Ah, tu vas te dire, mais pourquoi elle me parle de yoga Mais je suis... j'attends. Je vais vite savoir, je pense. En fait, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de permettre aux gens de comprendre ce qui les entoure. Ce qui les entoure de façon immédiate. C'est pour ça que mon cœur d'expertise, c'est les plantes et les animaux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est quand même entouré de ce genre de Ça dépend où on vit. Il y a des gens qui sont moins entourés de plantes et d'animaux que d'autres. Oui, mais j'entendais surtout dans l'imaginaire et dans ce qu'on nous donne, même, tu vois, à la télé, dans les films, etc. Enfin, c'est quand même très présent. Oui. Mais effectivement, tu as raison. Et donc, ce qui est donc important pour moi, c'est voilà, de permettre d'être vraiment une médiatrice. Et je vois, évidemment, depuis plusieurs années, comme tout le monde, que le yoga, ça a une popularité, mais je pense exponentielle, quoi, ça ne s'arrête pas. Ouais. Mais même moi, j'en fais du yoga. Hein, donc, je veux dire, je ne juge pas, au contraire. Je trouve que c'est très chouette. Tu juges positivement, alors? Oui, je juge positivement. Cependant, moi, j'ai toujours, évidemment, je pense que je fais pas ce métier pour rien, toujours ce besoin de comprendre, quoi. Et j'avais du mal à faire du yoga sans comprendre ce qu'on me disait quand on parlait en sanskrit, parce que ça arrive dans les cours de yoga où les profs chantent des mantras, etc. Donc, c'est du sanskrit. Puis je me disais, mais ces postures, elles viennent d'où? Enfin, en fait, ça veut dire quoi? Et là, je commence à mettre mes petites lunettes et je réalise qu'en fait, les postures, elles sont irriguées de mythologie hindoue. Et qu'en fait, quand on fait une posture, ça fait référence à un récit hindou. J'étais là, non, mais attends, il y a un truc à faire là, il faut absolument donner ça aux gens. Mais c'était un peu égoïste parce que moi, j'aurais trop aimé recevoir ça. Ouais. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je me suis formée à la mythologie hindoue. Okay. Ce qui est vraiment, enfin, formée humblement parce que il y a pléthore de dieux, de divinités. C'est vraiment une mythologie qui est très féconde, hyper complexe. C'est beaucoup en termes de polarité. Enfin, donc, parfois, t'as plusieurs noms pour le même principe. Enfin, du coup, voilà, c'est quand même un sacré travail. Mais j'avais vraiment, du coup, cette envie de permettre aux gens de pouvoir se dire je pratique autrement et surtout, je pratique en sachant que cette posture, elle fait écho à un imaginaire précis. Et du coup, ça fait maintenant 1 an que je propose des ateliers de yoga sur des thématiques différentes. En comptant justement les contes hindous. Donc là, tu vois, j'y pense parce qu'il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a fait il y a plus que ça. Bon, je sais pas. En tout cas, récemment, on a fait un atelier avec une professeure de yoga sur la lune. La thématique c'était la lune. Et du coup, on a réfléchi. Moi, je pensais que l'atelier, tu l'avais fait sur la lune, parce que j'aurais trouvé ça encore plus exceptionnel. Oui. Je suis un peu déçu, du coup, mais bon, c'est pas grave, je te laisse finir. Ce n'était pas un voyage aussi exceptionnel. Enfin, quoique, c'était quand même super. Mais en tout cas, voilà, on a imaginé cet atelier où les pratiquants avaient donc la pratique guidée par cette professeure. Ouais.
Et puis moi, dans des temps donnés, j'allais leur conter le récit de la posture. En gros, globalement, dans la mythologie hindoue, tu vas avoir 2 épopées hyper connues et ensuite un panthéon comme un panthéon de divinités comme on en a en Grèce ou partout ailleurs, de mythologie nordique. Mais globalement, voilà, les postures, elles sont infusées de tout ça, parfois aussi d'ascètes, tu vois, de sages qui faisaient partie de l'environnement hindou. Et voilà, donc moi, je fais humblement ce rôle de passeuse d'histoire. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et en fait, je te fais cette digression parce que c'est ça qui est important, c'est de permettre aux gens de voir ce qu'ils font différemment, de voir différemment ce qu'ils font déjà. Oui. Et si le yoga est hyper populaire, allons voir ce que ça veut dire le yoga. Ça peut être intéressant, quoi. Ouais. Même si de moi-même, j'étais pas partie pour aller voir aussi loin, mais la vie a fait que j'ai rencontré des profs de yoga, que le courant est bien passé, qu'on s'est dit que ça pouvait vraiment être une chouette expérience pour les pratiquants de leur apporter ce savoir-là qui est souvent un peu fastidieux, un peu long. Enfin, je veux dire, si on veut vraiment proposer un truc chouette, il faut quand même avoir lu et avoir bien réfléchi. Ah oui, alors attends, il s'appelle comme ça. C'est qui déjà par rapport à lui? Je veux dire, les 3 grands principes dans l'hindouisme, Shiva, Vishnu et Brahma, déjà, ils ont chacun au moins 10 avatars. Donc, je pense que voilà. Mais une fois que tu vois plus clair, c'est super agréable. Et puis ouais, ça marche bien. En tout cas, là, j'en ai vraiment beaucoup de prévus cette année. Donc, ça doit répondre à un besoin. Ouais. Oui, ouais, j'imagine. Et effectivement, bon, le yoga, on a eu un épisode sur le yoga il y a un petit moment dans Principes fondamentaux. J'ai eu un épisode sur l'acro-yoga, qui est encore plus ancien d'ailleurs. Hein. On l'avait fait, c'est l'épisode 11 peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui parle par rapport à 2 aspects, l'aspect physique et puis l'aspect spirituel aussi. J'ai l'impression que ça parle beaucoup aux gens, notamment chez nous. Alors aux États-Unis, beaucoup aussi, et en France, je pense peut-être un petit peu moins. Je sais pas, je me rends pas trop compte, mais je pense que ça parle aussi beaucoup aux gens. Donc c'est intéressant que toi, tu arrives avec une approche encore un petit peu différente de ce que j'ai entendu. Et je me demandais un truc. J'ai l'impression que tu rencontres beaucoup de gens. J'ai l'impression que tu oses te lancer dans beaucoup de projets. Comment tu fais? Alors quand je dis comment tu fais, c'est-à-dire euh, je- aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu seuls, qui sont un peu isolés. Je pense que le Covid n'a pas fait de bien par rapport à ça, qu'il y a encore les effets de 2e et 3e ordre encore en 2024, et je pense que ça va encore durer un moment. Quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai rencontré telle personne, j'ai fait telle activité, je pense que c'est pas la norme, et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient bénéficier de la façon dont peut-être tu t'y prends, ou voilà. Donc c'est pas vraiment le thème central de l'épisode, mais ça m'intrigue, et ça m'intrigue de plus en plus. Plus tu me racontes de choses, plus ça m'intrigue. Donc je voulais savoir ce que tu pensais de cette remarque que je viens d'avoir. C'est vrai que j'aime les gens. Et que j'ai ce naturel un peu. Je vais vers ce qui m'attire, quoi. Enfin, souvent, il y a des énergies, tu sais pas trop. Puis, en fait, l'idée, c'est juste de se laisser toucher, quoi. Se laisser toucher par ce qu'on peut t'apporter. Et comme je te disais, moi, à la base, le yoga, c'était un peu lointain. Je m'étais même dit, avant d'étudier la symbolique orientale, étudie bien la symbolique occidentale, parce que bon, ça fait un peu tâche, quoi. Puis finalement, j'ai réfléchi, je me dis, mais non, mais en fait, les gens, ils ont besoin de ça maintenant. Ils vont pas attendre que j'ai fini d'étudier ma symbolique parce que j'en ai pour toute ma vie. Et ok, je vais aller là parce que c'est un besoin. Et surtout, ça a été motivé par une super rencontre humaine, la première professeure de yoga que j'ai rencontrée. Et tout de suite, toutes les deux, on avait ces sensibilités-là qui nous ont permis de proposer ça. Et comment je fais pour me lancer? Mais en fait, je sais pas trop, parce que à chaque fois que je propose quelque chose, c'est quelque chose qui n'existe pas. en tout cas que je n'ai pas vu exister. Oui. Parce que des sémiologues, je sais qu'il y en a d'autres. Ils existent. Ils existent.
J'en connais quelques-uns. Ils sont là. On en mais a vu dans la nuit, voilà, des fois. ces êtres spéciaux. Non, mais par rapport à... En tout cas, moi, mon parcours, tu vois, quand je suis sortie de la fac, avec mon mémoire, avec une belle mention, j'étais contente, mais on m'a dit... Enfin, peu importe la mention, on m'a dit « Ok, maintenant, c'est soit le professorat, soit le chômage. » J'étais là, ah, j'ai pas envie ni de l'un ni de l'autre, alors comment je vais faire? Donc déjà, je suis partie voyager parce que j'en avais marre de... Pour le coup, là, 5 ans dans les bouquins, et puis les bouquins d'anciens français, tout ça, c'était... Je dis, ah non, je vais prendre l'air, là, je vais aller en Irlande, ça va être chouette. Je suis partie en Irlande, et bon, il y a eu le Covid, tout ça, donc c'était pas aussi chouette que prévu. Enfin, Oui. je suis partie plus vite que prévu, mais globalement, il y avait... en fait, je me suis retrouvée... C'était pas facile parce que j'avais donc toutes ces connaissances-là du Moyen-Âge que moi, je trouvais mais fabuleuses, quoi. Parce que je te disais, elles irriguaient mon quotidien. Oui. Parce qu'elles me permettaient de poétiser mon quotidien, en fait. De me dire, ah oui, je passe à côté de cet arbre-là, mais je connais son histoire. En fait, dans la mythologie, c'était cette personne et cette personne. Ah oui, mais en Bretagne, il y a ce héros-là qui est passé à côté de cet arbre et qui a vu ça. En fait, du coup, d'avoir... je sais pas, une espèce de base de données pardon, de récits à propos d'un item en particulier, enfin, moi, ça me fait chaud au cœur. Enfin, je sais pas comment Ok. l'expliquer, mais... Ça te connecte à des gens dont tu as entendu parler, ça te connecte à des ancêtres dont tu n'as pas entendu parler. Est-ce qu'il y a ce côté-là? Quand tu dis ça me fait chaud au cœur? C'est une super bonne question. Je me suis jamais posé la question dans ces termes-là. Ce que je sais, c'est que ça me fait du bien et que ça me remplit de quelque chose. Mais je sens effectivement que ce n'est pas que intellectuel, même si quand même globalement j'y entre par la porte de l'intellect. Ça me permet de me sentir connectée. Alors connectée, c'est un grand mot, on peut y mettre beaucoup de choses. Moi, c'est tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, toutes ces histoires, elles me nourrissent et qu'effectivement, quelque part, je dois me sentir connectée à un héritage, tu vois, comme si on me léguait quelque chose et que là, en 2024, moi, Léa, je vais pouvoir à mon tour le léguer et c'est pour ça que je fais ce métier. Mais du coup, pour en revenir à ce parcours un petit peu où j'ai dû oser faire des choses que je connaissais pas, encore une fois, j'étais un peu face au pied du mur en me disant mais toutes ces connaissances, il faut les transmettre. Puis après, donc, comme je t'ai expliqué au début, je me suis formée aux sciences naturelles. Et ça me paraissait tellement important de pouvoir relier tout ça aux enjeux du monde moderne. Tu vois, et je me dis, il y a une passerelle à faire. Et un jour, j'ai rencontré une graphiste qui m'a dit, mais en fait, ton métier, il a tellement de sens dans mon monde, donc dans le monde du graphisme et de la com. Et moi, j'étais là, ah bon? Moi, je sors de 5 ans en littérature, je ne connais pas le monde, en fait. J'ai passé 5 ans dans les bouquins. Donc, tu vois, c'était aussi pour moi un peu me rendre vulnérable parce que j'arrivais dans un monde que je ne connaissais pas. Et puis, à un moment donné, voilà, j'avais lu... En fait, je savais que j'avais des affinités avec certains auteurs, qui étaient Umberto Eco, Roland Barthes et Michel Pastoureau. Spoiler alert, ils étaient tous sémiologues. Ils n'avaient pas fait le même parcours, parce qu'il n'y a pas un parcours type. D'accord. Mais globalement, ils avaient tous plus ou moins étudié le Moyen-Âge. Et évidemment, fait les humanités. Donc, soit la philo, soit la littérature, voilà. Je me suis dit, waouh, ok, en fait, je sais pourquoi j'ai une affinité avec eux, parce qu'ils ils convoquent des disciplines, voilà, religion, anthropologie, littérature et encore bien d'autres. Et, ok, personne ne l'a fait, je vais le faire. Personne de mon âge, de ma génération, ne l'avait fait. Aucun de mes profs ne m'a dit que c'était possible, mais j'ai construit ça toute seule, et c'était pas toujours évident, parce que du coup, cette posture, après, faut l'assumer derrière. Enfin, je veux dire, tu vois, les gens ne connaissent pas. Moi, je suis encore face à des... Quand je prospecte, parfois, je suis encore face à des gens qui me disent ah mais non, on n'a pas de demande, nous, en CMIO1, du coup, ça sert à rien, venez pas. Ah mais oui, mais vous pouvez pas avoir de demande puisque vous ne connaissez pas et vos clients ne connaissent pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de demande. Bien sûr. Donc là, le gros défi, c'est de donner à voir ce que c'est, quoi. Ouais. J'espère que j'ai répondu à ta question, mais je suis un peu partie... Alors, ma question, c'était... oui, comment je fais pour oser faire ça? Ouais. T'as pas vraiment répondu à cette question-là, mais t'as dit des choses très intéressantes. Donc moi, c'est tout ce qui m'importe. Après, si tu réponds pas exactement à la question, soit je vais la reposer d'une autre manière, soit je vais dire bon, on passe à autre chose. Mais par rapport je sais pas moi, par rapport aux gens avec qui t'as grandi ou par rapport à, je te parle pas des gens que t'as rencontrés très récemment. T'as pas l'impression que
t'as pas l'impression que tu vas plus vers les autres, que tu t'y prends pas de la même manière, et que tu oses plus. Tu m'as dit, je suis parti Ok. voyager. Donc là, tu as parlé d'Irlande tout à l'heure, tu m'as parlé du Québec, je me rappelle plus, bon, tu m'as parlé de la Belgique, tu m'as parlé de pas mal d'endroits. C'est pas tout le monde qui ose faire ça. Et au-delà de ça, je te dis, tu m'as dit, j'aime les gens. Mm, Là, mm. ça me fait plutôt penser à Gad Elmaleh ou à OSS 117, sinon OSS 117 qui dit des phrases un peu comme ça. J'aime. Alors, il y en a une qui me passe par la tête. Enfin, je sais pas si c'est la plus adaptée, c'est pas grave. J'aime me beurrer la biscotte. Il dit un truc comme ça à un moment. Voilà, bon, des phrases. Et toi, tu dis j'aime les gens. Mm. Euh, Moi, j'ai l'impression que à chaque fois, tu me dis j'ai rencontré telle Ouais, personne, j'ai rencontré telle personne. Ça a créé quelque chose. ouais. Je dis pas que t'es la seule, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est pour ça que je veux insister un petit peu plus dessus. Est-ce que tu t'y prends un peu différemment? Est-ce que tu te dis, bon, bah, je sors, je vais faire tel truc, je vais faire telle activité, euh, je vais plus rencontrer les gens? Est-ce que quand on te propose quelque chose, tu dis toujours, enfin, toujours oui, enfin, tu dis souvent oui, plus que les gens qui disent, ouais, non, tant pis, moi je reste sur mon canapé. Est-ce qu'il y a ce genre de choses derrière? Ou pas forcément? Ou est-ce que tu t'es pas rendu compte de ça? Moi, c'est un truc que je ressens chez toi. Je te connais très bien maintenant, depuis au moins 2 heures, je te connais. Donc, je ressens ça assez rapidement. Et ça m'intrigue. Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, Moi, de base, j'avais un naturel très anxieux, j'avais un peu peur, tu vois, un peu peur de tout. Bon, bah, une histoire familiale un peu bancale, quoi, mais en tout cas, j'ai pas grandi dans un environnement où je me suis sentie spécialement sécurisée, quoi. Mais à chaque fois que j'étais vraiment dans des situations difficiles, si tu veux, je me suis dit, bon, bah, en fait, là, je suis genre à 6 pieds dessous, il peut rien m'arriver de pire, donc je vais le faire. Ok. Ça a été, tu vois, mon premier voyage, mon premier grand voyage toute seule. Je suis partie 1 mois en Italie avec un sac à dos. Et je m'étais dit, mais je vais pas y arriver, en fait. Enfin, avant de partir, je me disais, mais c'est pas moi, cette femme. Mais en fait, c'était incroyable. Et parce que je sais pas, j'ai fait confiance, en tout cas. Je me suis dit, bah, advienne que pourra, je suis tellement mal, de toute façon, là, au moment où je partais, que... Et c'était formidable. Et ça m'a donné si tu veux, c'est comme si je suis passée un peu de l'autre côté. Je me disais, mais en fait, regarde ce que ça fait quand effectivement, tu angoisses. Pareil, je te disais donc, tout à l'heure que j'avais vécu au Québec. Mais en fait, la nuit avant de partir, j'ai vomi tellement je stressais. Ah oui? Tu vois, C'était mais après l'Italie? c'était. Oula, bonne question. Non, c'était avant l'Italie. Ah d'accord, ok. C'était un échange universitaire, donc je partais pour quand même un sacré paquet de temps. Ça m'était jamais arrivé. Et en fait, si tu veux, je savais que c'était ce que je devais faire. Oui. Je le sentais au fond de moi, mais j'avais une angoisse, quoi. Je te dis. Et je crois que j'ai pas mangé pendant 3 jours quand je suis arrivée, tellement c'était un changement de ouf, tu vois. Ouais. Et donc il y a ça. Donc, Ou alors c'est peut-être le froid et du coup non, t'es je suis arrivée en plein été. Je suis arrivée en août. Non, non. J'ai tenté d'être un peu médisant vers le Québec. Bon, hein. Non, c'était vraiment juste moi, quoi. Et pareil, en fait, en faisant ce point de bascule qui peut être assez inconfortable, justement, la peur et tout, parce que comme je te dis, moi, j'ai quand même une base assez peureuse. J'ai fait ça. Après, tout ce que tu parles tout ce que tu évoquais en termes de rencontres, ça vraiment, c'est ma boîte, quoi. À force de prospecter, à force d'aller vers les gens, en fait, je pars du principe que j'ai rien à perdre, tu vois. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, je sens, là, tu vois, depuis les 6 mois que je prends confiance Ouais. et que je crois tellement en mon projet que bah, si la personne en face n'y croit pas, ça ne me regarde pas, en fait, ça la concerne elle. Ouais. Et que moi, je sais ce que je veux faire de mon activité, je sais ce que je propose et je sais que, en fait, ce qui motive tout ça, c'est mon amour pour les autres et c'est bah voilà, leur transmettre ce qui, moi, me semble essentiel, parce que je pense que ça peut les connecter à quelque chose, parce que je pense que les récits, les symboles, c'est hyper fédérateur, et c'est de ce dont on manque dans notre société actuellement, dans notre monde, d'ailleurs, plus largement. D'être fédéré? Ouais. Et de se relier autrement, de se divertir autrement, tu vois, moi, de se réunir pour se raconter des histoires, pour partager des choses, des émotions. Tout ça, c'est ce que ça sert.
le symbole, c'est un support de ça, en fait. Ouais. Tu veux me parler un petit peu plus de ce voyage en Italie? J'ai l'impression que il y a eu un truc très fort quand tu me l'as décrit. Puis après, t'es passé à autre chose. Donc, t'as bien fait de passer à autre chose parce que c'était ce que tu voulais transmettre à ce moment-là. Mais si t'es OK, Oui, bien sûr. je veux pas forcément connaître le contexte avant. Tu m'as dit que c'était difficile et tout. Mais le déclencheur, d'abord le déclencheur, qu'est-ce qui t'a fait te dire, allez, je pars en Italie avec mon sac à dos. Donc, dédicace à Kelly, hein, que j'ai reçu sur Principes fondamentaux, qui est un podcast sur les femmes qui s'expatrient et qui, elles, osent beaucoup, justement, aussi. Tu vois, c'est un mot que c'est pas la première fois que j'emploie ce mot, mais parce que ça me marque, tu vois, peut-être parce que moi, je suis moins aventureux, peut-être, je sais pas, mais ça me marque. Les gens qui osent, euh, ça, m- ça m'épate. Mm. Donc, le déclencheur, ce que tu as ressenti pendant et avec quoi tu es revenu après. Ok. Quand je dis avec quoi, je veux pas dire avec 5 kilos de plus parce que tu as mangé beaucoup de pâtes et beaucoup de pizza, Ouais, non. ou avec, ou avec, je sais pas moi, une statue de la Tour de Pise, hein, ça m'intéresse moins. Mais qu'est-ce que tu as gardé de ça? Comment ça t'a changé? Mm. Alors, déclencheur. Déclencheur et rupture. C'était ma plus grande relation à l'époque. Ça s'est terminé de façon un peu abrupte et en fait, on devait aller tous les deux en Italie, aux 5 Terres. Et ça s'est jamais fait. Et moi, je me suis dit, mais attends, j'ai jamais été en Italie, mais je vais attendre personne pour le faire, je vais y aller toute seule et je vais faire ce que je veux. Je vais manger toutes les pâtes, je vais voir tous les musées et ça va être génial. Il y avait un petit côté rébellion à ce moment-là? À ce moment-là, Quand tu le décris, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça qui se cache. une émancipation, quoi. Vraiment Ok. un truc, j'attends personne, on me l'a Ouais. pas donné, je vais le chercher toute seule, Ok. quoi. Tu vois, c'est plutôt ce Ouais, truc-là. ouais. C'est plus positif. Ouais, voilà. Mm. Et donc, parce que je ne voulais pas faire les choses à moitié, j'ai décidé que je voulais voir l'Italie avec des Italiens et que du coup, je faisais que du couchsurfing. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Voilà. Donc, je fais un mois de couchsurfing que chez des mecs. Quand j'y pense, c'était là, mais des fois, je me disais, si ma mère avait su, elle m'aurait jamais laissé partir. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Bon, sauf 2-3 trucs, mais ça s'est hyper bien passé. J'arrive à Rome en fait, parce que je connais rien de l'Italie, donc j'arrive à Rome. Et puis je rencontre donc Moé, qui était un Syrien qui habitait là-bas. Et lui, il était guide au Vatican. Donc il m'a fait super visiter le Vatican. Moi, j'ai adoré. Bon, il faisait hyper chaud parce que c'était en plein été, mais c'était vraiment chouette. J'ai passé 4 jours à Rome. Ensuite, j'avais réservé pour faire des pâtes dans un ancien monastère. Ah, ça doit être original. Et c'était trop bien. J'ai appris plein de recettes. Et j'avais le monastère pour moi toute seule, donc c'était génial, parce qu'il n'y avait pas d'autres visiteurs à l'époque. Et en fait, cette femme qui tenait le monastère, enfin la chambre d'hôte en fait, après, c'était un ancien monastère, elle était anciennement prof de français. Puis moi, j'étais en pleine rédaction de mon mémoire de littérature médiévale, donc trop bien. Elle me dit, ah mais t'aimes le Moyen-Âge, va à Viterbe. Et c'était pas très loin, donc son fils me dépose à la gare, on rate le train à 2 minutes. J'étais dingue. Parce qu'après, j'attends 1 heure toute seule, dans une toute petite gare. Ça fait partie des moments un peu moins cool, tu vois, où je me sentais... Même avec le recul? Même avec le recul, ouais, ce moment-là, j'en ai pas un souvenir extraordinaire. Mais bon, après, j'arrive à Viterbe, qui est donc une ancienne cité des papes, et donc une ville médiévale géniale, enfin bref. Et de rencontre en rencontre, voilà, il y a une nana, une hawaïenne qui passait à Viterbe, on partage notre chambre, et après, elle va à Florence, je me dis, bah vas-y, je vais à Florence avec elle. Florence, une magnifique ville, évidemment, mais je suis restée assez peu de temps. Et en fait, le premier gars, le Moé, là, le Syrien, m'avait dit, mais je sais pas pourquoi, mais va sur l'île d'Elbe. Moi, j'étais là, mais attends, gars, je viens d'arriver sur le continent, je vais pas déjà aller sur une île. L'île d'Elbe, c'est pas une histoire avec Napoléon? Y a pas un Si, truc c'est comme à côté ça? de la Corse, en fait. Ok. Enfin, c'est le pendant italien de la Corse, quoi. D'accord. Et j'étais là, mais non, je vais pas y aller. Et au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Et puis, j'ai envie de te dire que ça faisait, du coup, j'y suis restée donc 1 mois. Je pense que là, je devais être à 3 semaines ou 2 semaines et demie. Et j'avais chaud, et le continent, j'en avais marre. Et je m'étais dit, mais en fait, une île, mais oui, mais des plages. Mais enfin, j'avais pas pensé, tu vois, dans ma tête, l'Italie, c'était pas ça, quoi. Et je vais sur cette île, et là, il se passe un truc incroyable. J'arrive dans une bande de potes
italiens qui me font manger dans tous les restos de l'île, qui me font déguster toutes les spécialités, qui m'accueillent évidemment gratuitement parce que c'est des coachs surfing. Une poète qui fait une représentation, enfin je sais pas. Et à un moment donné, on rencontre un groupe de samba. Il faut savoir que j'adore la musique brésilienne. C'est vraiment quelque chose de très profond chez moi. Et là, j'entends un groupe de samba et en fait, de fil en aiguille, on se retrouve à les suivre sur l'île pour plein de concerts. Et en fait, du coup, voilà, je te raconte tout ça parce que je reviens de l'île d'Elbe, je suis dans un autre univers, quoi, une autre galaxie. Moi qui étais partie vraiment le moral dans les chaussettes et plus encore, je suis revenue en me disant mais j'ai juste à faire confiance dans la vie. Enfin là, j'ai fait confiance à tous ces gens et j'ai vécu un voyage extraordinaire avec juste mon sac à dos. Et du coup, j'en suis revenue avec ce désir de toujours m'ouvrir, quoi, de toujours être dans une disposition à recevoir ce qu'on veut me donner ou ce qu'on veut me partager et de laisser passer ça, en fait, ouais, d'être une porte, quoi, pour permettre aux choses de passer. Les gens, les histoires, voilà. Ça reste ça dans les moments difficiles, parce que tu as dû en avoir d'autres depuis, Ouais. j'imagine, on en a tous. Ouais. Ce genre d'enseignement, ça reste présent ou est-ce qu'il faut te le rappeler ou est-ce que ça disparaît un petit peu et ça revient dans les bons moments? Non, ça reste toujours présent. Et souvent, je dirais que j'ai pas besoin de m'en rappeler. Il se passe des choses, quoi. Par exemple, tu vois, je t'en ai pas parlé, mais moi, j'ai monté ma boîte pour m'associer à une graphiste. Et du jour au lendemain, cette graphiste, elle m'a plus jamais donné de nouvelles. Et j'avais monté ma boîte. Donc, si tu veux, la vie m'a dit, bon, bah maintenant, t'as ta boîte, faut penser à tes offres, à tes structures, parce que tu seras plus à deux, tu seras toute seule. Ouais. Et donc là, gros boulot de structuration, etc. Et puis bon, bah voilà, elle est partie. Elle a sans doute ses raisons. Et genre 4 mois après, il y a une autre graphiste. D'ailleurs, Sarah, si tu nous regardes, je sais qu'elle va nous regarder. Bonjour Sarah. Cœur sur toi. Sarah, qui est une graphiste qui a vécu, qui est québécoise, Okay. qui a vécu au Québec, à Shanghai, partout dans le monde. Enfin, pas partout, mais en tout cas, elle a eu sa dose d'expatriation aussi. Oui. Ça se dit expatriation? Oui. Expatriation. Et elle me trouve sur LinkedIn et elle m'envoie un message. Oh là là, ton parcours incroyable. Je connais pas de sémiologue, ça me fascine. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut se voir? J'étais là, bah oui. Mais tu sais, j'étais là, mais c'est fou quoi. Et depuis, on doit se faire un Skype toutes les 3 semaines. C'est elle qui a fait toute l'identité de mon site internet de Sémio, qui va faire mon site de photos. Qui m'accompagne vraiment de façon hyper régulière. Enfin, c'est devenu une amie, quoi. Donc, tu vois, j'ai rien demandé. Finalement, ça s'est rééquilibré, quoi. Une graphiste qui s'en va, une graphiste qui arrive. Une de perdue, une de retrouvée, c'est la nouvelle expression? Ouais, en tout cas, Sarah, c'est vraiment... je suis hyper reconnaissante de faire un bout de chemin avec elle. Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai pris la mesure de à quel point la Sémio avait à apporter à ces mondes-là, quoi. Ce monde de la com, du graphisme. Et voilà, elle est toujours hyper curieuse de comment j'apprends, ce que j'apprends, où je vais le chercher. Du coup, j'écris beaucoup pour elle aussi, pour son blog. D'accord. La symbolique des couleurs, notamment. J'ai fait une étude de cas sur son logo, qui est une hirondelle aussi, de voir comment ça pouvait être comment c'était hyper pertinent par rapport à son message et à son positionnement. Donc voilà, toujours faire confiance. Et puis là, même je le vois, tu vois, des fois je suis découragée dans ma boîte et puis il y a un nouveau projet qui se met en route. Tous ces gens, ils me disent que ça les intéresse. Voilà, il faut planter des graines, il faut être patient. Je pense que c'est aussi ça. Mais dans ma vie, globalement, même si effectivement c'est difficile, je sais que c'est temporaire et que je vais bien finir par y arriver. Dans le sens, tout va bien finir par se résorber ou se résorber, je dirais. T'es devenue une optimiste? Oui. Je dis pas que j'ai pas mes petits moments de down, hein. On s'entend, mais résolument optimiste, ouais. Et parce que je baigne dans tout ce bouillonnement culturel là, je pense que ça me... Comme je te dis, en fait, comment être pessimiste quand je suis tellement nourrie par ce que j'apprends, tu vois? Je me dis, et ce que j'apprends, c'est d'ailleurs ni optimiste ni pessimiste. C'est ce que c'est, quoi. Tu vois? Ouais. Mais oui, je crois que j'aime trop rire et sourire et
et j'aime les gens. Ça, c'est super. Je pense que ça pourrait être le résumé là, quand on aura fini. Le j'aime les gens, il est très très beau. C'est Benjamin de l'épisode sur la prise de parole en public qui m'a fait une ou deux remarques comme ça aussi, qui étaient, alors, je les ai plus en tête là maintenant, mais qui étaient très très simples, assez marrantes quand on les prend comme ça, mais en fait avec de la profondeur. C'est-à-dire que ouais, la forme est simpliste, et donc c'est vrai que c'est amusant, mais il se cache des choses derrière, et ça rejaillit si tu veux. Euh, Moi, dans ce que tu me décris, si tu veux, je le sens. Je sens que tu es là où tu es aujourd'hui grâce à ça. Alors oui, grâce à tes études, t'aimes les livres aussi. J'adore les livres. J'ai trop de livres. Mon mec est fou. C'est trop lourd les livres quand on déménage. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un non négociable, hein, il est au courant. Ouais. Et justement, les livres, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, dans le dernier épisode, mais livres physiques, absolument. Ou est-ce que tu envisages livres sur liseuse? Est-ce que tu envisages livres en audio? Écoute, c'est une super question, parce que je suis en pleine évolution là-dessus. Bon, évidemment, j'adore les livres papier, mais par exemple, je lis beaucoup de thèses aussi. Et les thèses, je les lis sur ma tablette parce que, évidemment, flemme de les imprimer. Et puis, c'est pas vraiment pertinent non plus. Donc, pour ça, la liseuse. Et puis, j'ai quand même une grosse bibliothèque en ligne. Et quand je voyage, tu vois, par exemple, en Italie, j'avais mon iPad. Ouais. Et je pouvais regarder un film, lire un livre. Enfin, il y avait ce truc un peu polyvalent quand même qui était sympa. Et là, mais vraiment, c'est tout frais, hein, depuis une semaine ou deux, je me mets à écouter des livres, enfin, pas des livres en fait, je me mets à écouter des conférences de gens sur des livres. Ok. Par exemple, Michel Pastoureau, historien des couleurs, que je plébiscite parce que vraiment, je me forme avec tout ce qui m'apprend, de façon indirecte, hein. Je ne le connais pas personnellement. J'aimerais bien des cours particuliers avec Michel Pastoureau, je pense que c'est pas mal. Si tu nous écoutes, Michel. Oui, mais bon, je pense que c'est mort. Mais en fait, donc à chaque fois qu'il sort un livre, donc là, il a sorti blanc, rouge, bleu, vert, jaune, noir, je crois. Et à chaque fois, il fait des conférences de la promotion de ce livre. Et ça dure, je sais pas, 1 heure et demie sur YouTube. Et là, je les dévore. Alors que j'avais complètement, pas dénigré, tu vois, mais complètement oublié que c'était possible d'apprendre aussi comme ça. Et je me rends compte, parce que je marche beaucoup, à chaque fois que je me déplace, enfin maintenant j'ai un super vélo, mais avant c'était quand même beaucoup de la marche. Et en tout cas, quand je suis à Clermont, c'est toujours en marchant, même si c'est 1 heure, tu vois, pour aller à un rendez-vous. Et je me mets ça dans les oreilles et je me rends compte qu'il y a des choses que je chope parce que c'est par l'audio, sans doute que j'aurais pas de la même façon si je le lisais. Et ça, c'est hyper récent. Et donc là, je dévore des trucs sur l'héraldique, les couleurs. Et il y a vraiment des anecdotes qui me restent. Et je sais exactement où j'étais quand je les ai écoutées, tu vois, dans l'espace. Et ça, c'est fou. Oui. Et je pense que je suis partie pour ne plus jamais m'arrêter là. Je comprends. Moi, j'ai découvert le podcast il y a 2024, donc il y a 8 ans peut-être, je pense, 2016, quelque chose comme ça. C'est mon copain Sébastien, hein, si tu nous écoutes, qui m'a fait découvrir ça à l'époque, et ça a été une révélation. Moi, alors, depuis, j'ai écouté pas mal de livres audio aussi, mais avant tout, j'ai écouté énormément de podcasts. Depuis donc 8 ans, j'en écoute en moyenne 2 heures par jour. Voilà, enfin, tous les jours, quoi, week-end y compris. Pareil, c'est comme ce que tu décris. Je suis avec les gens. C'est plus que par la vidéo. Donc là, sur Principes fondamentaux, on fait de l'audio et de la vidéo. Donc la vidéo est sur YouTube et l'audio est sur quasiment toutes les plateformes de podcast. Je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux, mais si je devais choisir qu'un seul des formats, ça serait le format audio. Moi aussi. Ah ouais. Bah oui, largement. Mais ouais, les gens sont dans tes oreilles. Enfin, ou le contraire. Moi, quand j'écoute un podcast, le podcasteur et son invité, parce que moi, c'est le format que j'aime bien. Il y a aussi des podcasts où les gens parlent tout seuls, j'allais dire face caméra, bouche micro, face micro. Mais moi, c'est pas trop ce que j'écoute.
contre, moi, j'écoute un peu ce que je fais. Enfin, c'est même le contraire d'ailleurs. Je fais ce que j'ai beaucoup écouté parce que c'est ça qui me parlait, c'est ça qui me plaisait. Et, j'ai écouté un podcasteur là, pas que j'écoute régulièrement, mais qui a une trajectoire. Alors, il a explosé, hein, mais il s'est lancé peut-être à peu près en même temps que moi et il a un format un peu similaire au mien. Donc, je me reconnais un petit peu dans ce qu'il fait. Et il disait. Comment il disait ça exactement? Alors, je paraphrase. Bon, en plus, il l'a dit en anglais, donc je ne vais pas le dire en anglais, mais parce que je ne me rappelle plus de sa citation exacte. Mais il disait quelque chose du genre euh, le podcasteur. Alors, ça va peut-être être pris un peu bizarrement, mais c'est pas grave, je le dis comme je le retiens. Le podcasteur, c'est un peu comme un dieu qui parle dans ta tête, quoi. Euh, donc, le podcasteur, ou peu importe, le livre audio, la personne est dans tes oreilles, uniquement. Oui. Et il y a un côté très différent. Enfin, moi, ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est un côté intimiste, un peu. Euh, t'es une mouche sur le mur pendant qu'il y a une conversation entre deux gens. Entre deux personnes. Ils sont pas obligés de s'appeler Jean, hein, c'est pas comme à l'âge de pierre. Entre deux personnes. Et c'est vrai que c'est très très fort l'audio, et c'est un peu ce que je ressens quand tu me décris, toi, cette évolution que tu as récemment vis-à-vis des livres. Euh, et alors, moi, sur les livres audio, du coup, j'accroche un petit peu moins parce que c'est vraiment une personne qui raconte un livre. Et moi, ce que j'écoute, c'est pas des romans, c'est pas des Non, histoires. mais moi non plus, justement. Enfin, c'est ça. Hein. Ouais. C'est pas un livre c'est vraiment des conférences. Ouais, mais toi, c'est les conférences, ouais, c'est vrai. Mais les conférences, elles sont à propos de livres. Enfin, ce qu'il met dans le livre, il le raconte, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, je te dis ça. Mais effectivement, les romans audio, moi, c'est pas du tout un truc que j'écoute parce que déjà, je lis pas de romans. Oui. Vraiment, quasi jamais. Ouais. Donc, je peux pas en écouter. Mais j'adore le podcast. J'adore ça. Je trouve que ça fait appel à une sensorialité. Et le savoir, enfin, non, pas le savoir, la connaissance, l'apprentissage, l'enseignement, tout ce que tu veux, passer par ce biais-là, ça le rend humain, tu vois. Que quand il est circonscrit à des livres, c'est tout de suite une autre posture pour aller chercher, pour être face à ce savoir. Ouais. Tu vois, et le fait d'en être médiateur avec la voix, c'est quelque chose qui lie directement, selon moi en tout cas, qui connecte, quoi, tu vois, selon moi. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir son point de vue et de le partager. Enfin, moi, c'est ce que j'attends. J'attends un maximum d'objectivité par rapport au sujet, mais j'attends aussi. Je parle à une personne. Bah, je parle pas à ChatGPT sur ce sujet-là. Et donc, j'attends aussi cette objectivité qu'on va. Enfin, cette subjectivité, pardon, dans laquelle on va peut-être aller un petit peu par rapport au parcours de la personne, par rapport à tout ça. Moi, ça m'aide à comprendre les choses. Et alors, je sais pas, les auditeurs, comment ils ressentent les choses, mais moi, ça m'aide de voir par où mes invités sont passés. Toi, tes histoires personnelles, oui. ça me met les choses en contexte. Et je pense un petit peu, dans un sens, un petit peu toi, ce que tu fais avec quand tu étudies les mythes, les histoires, les contes, pour avoir t'as le contexte du symbole. C'est un petit peu ça. Bah oui. Bah, je pense que finalement, on fait des choses avec des points communs. Toi, dans ton métier, moi, par rapport à principes fondamentaux. Et c'est pas la première fois que je ressens ça avec quelqu'un, avec un invité de principes fondamentaux. J'arrive à voir ce genre de parallèle. Et ça, c'est chouette. Ça me connecte, tu vois, ça me connecte aux gens. Il y a des choses que j'admire chez les gens. Il y a des choses qui me laissent indifférente. Et puis, il y a des choses qui sont entre les deux, où je suis allé aussi dans cette direction-là par mon propre moyen. Et ça me plaît, si tu veux. Ça fait se dire, on n'est pas tout seul, en fait. On fait quelque chose que d'autres personnes font. Voilà. Et donc, je reconnais un petit peu ça chez toi. Donc, merci de partager ça, parce que je te dis ça, voilà, comme tu dis tout à l'heure, ça me remplit, voilà, ou que ça me nourrit peut-être. Bah, moi, j'ai un peu de ça, quand je ressens ce genre de choses. Et puis quand tu me dis, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti un mois en Italie, j'ai plutôt de l'admiration, j'ai plutôt tu vois, et c'est complémentaire. Mais d'admirer les gens avec lesquels on sent qu'on a des points communs, ça rejaillit sur soi, je pense, c'est pas mal.
C'est pas mal. Trop bien, merci. Avec plaisir. Alors, j'ai plein d'autres choses à te demander. Ça va, t'es pas encore, Non, vas-y, vas-y. tu peux encore me répondre. Tu me parlais tout à l'heure des animaux blancs. Oui. Est-ce que ça vient d'une invention purement humaine ou est-ce que tu penses que derrière il y a des animaux albinos, alors des sangliers blancs, moi j'en ai jamais vu. Est-ce qu'il y en a qui existent, est-ce qu'il y en a qui existent comme ça, ou est-ce que c'est purement, les gens ont vu les sangliers, les gens pensent que le blanc c'est la pureté ou peu importe. D'ailleurs, tu pourras peut-être m'en parler aussi si tu as envie. Et on mélange les deux. Ou est-ce que un jour il y a quelqu'un qui a vu un vrai sanglier blanc parce qu'il avait génétiquement une différence avec ses frères et sœurs. Ouais, je me suis posé cette question-là, donc ça remonte dans notre discussion aujourd'hui, mais du coup voilà, je te ramène là-dessus. Alors, les animaux blancs. Grande question. Ce que je peux te dire, moi, sur les animaux blancs, c'est que, comme je te l'ai déjà évoqué, c'est toujours ceux qui vont te permettre d'aller dans un autre monde. Et l'autre monde, notamment des Celtes, le Cid, il s'appelle comme ça. SID S-I-D-H. SIDH. Il est souvent peuplé, tu vois, de femmes cygnes, par exemple. Donc, c'est encore des oiseaux blancs. Ok. Il y a cette espèce, ça reviendrait un peu, si tu veux, je sais pas si tu connais un peu Avalon dans le monde arthurien, l'île d'Avalon. Ouais. C'est l'île sur laquelle on amène le roi Arthur quand il est mort. D'accord. Et c'est l'espèce d'imaginaire très laiteux, très blanc, tu vois, etc. Et est-ce que ces animaux ils font référence à ça? Peut-être. J'ai pas la réponse. Je pense que j'ai dû avoir la réponse dans mes études quand j'étudiais sanglier blanc, mais je ne m'en souviens plus. C'est dans mon mémoire, donc si jamais mon mémoire est accessible sur mon site internet, donc je pense qu'il y a moyen de retrouver ça. Mais est-ce que c'est par rapport à quelque chose d'albino? C'est une super bonne question. Je pense que ça pourrait expliquer peut-être effectivement quelque chose, parce que comme je te disais tout à l'heure, on part souvent de la réel. science, quoi, ouais, du réel, exactement. Et en tout cas, quand ces animaux, cette couleur, elle dénote une fonction, quoi. Cette fonction psychopompe. Il y a aussi d'autres choses, effectivement. Le blanc, ça peut être la noblesse, tu vois. Sur un cheval blanc, le cheval blanc, c'est pas pour n'importe qui, c'est pour quelqu'un qui est quand même un rang plutôt élevé. Et à l'inverse, la fonction psychopompe, elle peut être aussi prise par des animaux qui sont pas forcément blancs. Par exemple, moi, j'ai aussi beaucoup lu des contes dans lesquels c'était un cavalier, donc un homme sur un cheval. À un moment donné, il perd un peu prise sur le cheval et le cheval l'entraîne dans un lac, au fond d'un lac. Et là, le cheval, il a une fonction psychopompe puisque le lac, c'est un autre monde en fait après. Mais le cheval n'est pas forcément blanc, comme le renard de tout à l'heure, tu vois. Oui. Donc en fait, il y a les deux. C'est pas soit l'un soit l'autre, quoi. C'est pas parce qu'il est pas blanc qu'il est pas psychopompe. Bien sûr. Donc ouais, par rapport à ces animaux, c'est très présent dans l'imaginaire celte, du coup. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, peut-être aller chercher de ce côté-là. Je sais pas si j'ai... Oui, il faudrait juste que je regarde mon mémoire à nouveau, mais c'est quelque chose qui m'avait fort marqué quand j'étais en train d'étudier tout ça, parce que ça ressortait vraiment, tu vois. Ouais. Il y avait un lait, du coup, qui s'appelait Guigemar. C'était l'histoire d'un jeune garçon qui voulait tuer une biche, et la biche était blanche. Et il le savait, il la voyait, tu vois, qu'elle était blanche. Et il tire la flèche, et elle blesse la biche, mais je ne sais plus pourquoi, elle rebondit sur un endroit par là de la biche, et du coup elle renvoie la flèche à Guigemar, et qui est lui aussi blessé et qui va mourir. Finalement, il va pas mourir parce que la femme qui est avec lui fait une onction de quelque chose. Mais pour dire que la biche, tu vois, le fait qu'elle soit blanche, fait qu'elle n'est pas seulement une biche, et que là c'était une entité quelque part, tu vois, c'était un principe de quelque chose. Ouais. Et que du coup, le fait qu'elle renvoie la flèche vers Guigemar, c'était pas anodin. Enfin, c'était ok, je ne suis pas simplement une biche, je suis une manifestation de quelque chose. Ouais. D'accord. Voilà. Le blanc pour la noblesse, est-ce que c'est un peu l'équivalent du ça y est, j'ai perdu son nom. Peacock.
Le pan? Le pan, merci. C'est un mot très compliqué en plus, hein, ça s'oublie vite, hein, il y a tellement de lettres. Le pan qui montre ces atours qui, d'un point de vue fonctionnel, sont très problématiques, mais en fait qui lui permettent de se reproduire plus facilement, on va dire. Donc c'est utiliser des ressources, comment dire, gâcher des ressources volontairement pour montrer qu'on peut se le permettre. Est-ce que le cheval blanc sur le champ de bataille qui peut pas rester blanc longtemps, est-ce que c'est un peu la même idée, tu penses, par rapport à la noblesse? On est au-dessus, donc on vous montre que ça va, on peut se permettre d'avoir un cheval blanc dans la boue, même pas peur. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect fort de l'imaginaire, où, comme tu dis, dans l'imaginaire, le blanc souvent associé à la pureté, à quelque chose de royal, etc. Euh, et que c'est juste pour ça, sans Ok, doute. d'accord. Par exemple, le pan, par contre, le pan, ça a été un emblème très associé à Héra, par exemple, dans le panthéon romain. C'était l'animal de cette déesse-là, qui était quand même la femme de Zeus, quoi. D'accord. Donc, et donc, effectivement, de ça découle ensuite, par mimétisme, donc là, on est dans le monde mythologique, mais si tu veux, après, les gens qui sont le plus haut dans la société vont vouloir faire un mimétisme, et du coup, bah, si tu as un pan, c'est que voilà, tu veux tu te hisses un peu au niveau des dieux. En tout cas, il y a cet aspect vraiment... Bon, chez le pan, il y a plusieurs sèmes qui sont hyper importants, l'immortalité, il y a plein de trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment ce mimétisme-là que tu peux avoir, et qui me faisait penser à quelque chose, j'ai oublié. Héra, donc la femme de Zeus, elle avait ce pan. Oui, même par rapport, oui, par rapport à la France, souvent aussi, tu vois, le fait que le blason du royaume de France à la base, il est sur fond bleu, sur fond d'azur, et le bleu, c'était la couleur de la Vierge Marie. Et D'accord. du coup, le roi, hein, il me semble bien, si je dis pas de bêtises, que le roi qui a décidé de ses armoiries, donc c'est bleu avec trois fleurs de lys, or, et ben en fait, c'était par rapport au fait qu'il vouait un culte à la Vierge Marie, Mhm. du coup, ce qui était pas du tout improbable à l'époque. J'imagine. Voilà. Et par mimétisme, donc on connaissait assez peu, ça c'est Pastoureau qui le dit, on connaissait assez peu de blasons qui avaient du bleu dedans, mais suite à ça, comme le roi de France venait de se doter d'un blason avec fond bleu, bah, des seigneurs, de plus en plus, se sont dotés de blasons avec fond bleu par mimétisme. Et tu vois, on peut descendre comme ça. Ouais. Ouais, donc il y a une origine qui peut être plus ou moins importante, et après ça peut se diffuser. Ouais. Ça me fait penser à une histoire, je pense que je l'ai déjà raconté sur Principes fondamentaux. Euh, c'est une fille qui voit sa mère couper un morceau de pain aux deux extrémités avant de le mettre au four. Donc la mère met le pain au four, et puis la fille demande à sa mère: «Pourquoi tu coupes les extrémités du pain comme ça?» Elle dit: «Bah, ma mère, ta grand-mère a toujours fait comme ça et tout.» Et la petite fille, bon, elle est pas trop satisfaite de la réponse. Elle va voir la grand-mère. Elle lui dit: «Bah, mamie, pourquoi tu coupes les extrémités du pain avant de les mettre au four?» Et la grand-mère, elle dit: «Bah, c'est ma mère qui faisait ça.» Voilà. Puis bah, l'arrière-grand-mère, elle est toujours vivante. Et donc la petite fille, finalement, elle va voir l'arrière-grand-mère. Elle lui dit: «Pourquoi est-ce que tu coupes les bords les extrémités du pain avant de le mettre au four?» Bah, parce que à l'époque, les fours, ils étaient plus petits et le pain, il rentrait pas. Voilà. Et bah, cette histoire, moi, c'est un truc c'est une illustration, si tu veux, d'un truc qui est très fort pour moi. C'est ce qu'on fait par tradition, Mm. mais à tort. Et dans le lot, il y a des traditions qui nous apportent du bénéfice encore aujourd'hui, et puis il y en a d'autres, c'est pas le cas. Et un de mes objectifs derrière Principes fondamentaux, c'est d'arriver de temps en temps, j'y arriverai pas tout le temps, mais à faire ressortir euh, ce qui est du vrai savoir, ce qui a des raisons d'être, et ce qui n'en a pas. Mm. Voilà. Et donc là, l'exemple du bleu qui arrive sur les blasons de plein de seigneurs, parce que le roi, à un moment,
était, alors je vais employer des termes modernes, était fan de la Vierge Marie. Tu vois, on pourrait se dire qu'il y a des raisons, sans savoir, on pourrait se dire qu'il y a des raisons plus profondes, et en fait, ça peut paraître assez en surface comme choix. Voilà. Donc, je voulais partager ça parce que ça m'y a fait penser, et c'est quelque chose vraiment, moi, que je cherche à faire dans ma vie, et donc je cherche un peu à partager en principes fondamentaux, c'est d'arriver à faire le distinguo entre ce qui est vrai, aussi vrai que possible, et puis ce qu'on fait par habitude, et qui n'est pas utile. Quand je dis qu'il n'est pas utile, c'est-à-dire qu'il ne nous apporte pas un bénéfice quand on le fait. Ok. C'est intéressant de voir ce que tu penses être du vrai savoir ou non. Justement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, tout ça. Comment on classifie, comment on hiérarchise, est-ce qu'on segmente, est-ce qu'on part du principe que tout est relié à la base, mais qu'après on a décidé de séparer pour être plus efficient dans différents domaines, dans chaque domaine. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Et en tout cas, moi, dans mon parcours et de mon point de vue, la reliance devrait être loi, quoi. Parce qu'on ne peut pas séparer les choses. Mais Redis cette phrase. la reliance devrait être loi. Alors, ok, je ne sais pas ce que c'est que la reliance. La reliance, ça, c'est un principe d'Edgar Morin. C'est quand tu relis tout, quand tout n'est pas déconnecté. Okay. Enfin, tu vois, la littérature peut pas être déconnectée de l'histoire. Okay. Pour moi, hein. Tout comme elle peut pas être déconnectée de l'étymologie. Tout comme elle peut pas être déconnectée de la philo. Ouais. Mais c'est des disciplines qu'on a choisi de séparer. En tout cas, dans les sciences humaines, j'entends, parce qu'évidemment, dans les sciences dures, je ne sais pas, mais ça doit être autre chose. Il y a des connexions qui se font. Il y a des connexions, effectivement. En fait, plus on avance. Alors, je pense qu'à un moment, il y a une époque où les scientifiques étaient scientifiques, ils étaient philosophes, ils étaient mathématiciens, ils étaient un peu tout. Ah oui. Mais quand même, arriver à relier des événements très différents les uns aux autres, c'était pas évident. Plus ça va, plus on arrive à comprendre comment les choses s'imbriquent. Et du coup, tu vois, la physique et la chimie, c'est très proche. Il y a une sorte d'interface. Alors, il y a des choses qu'on classe plus dans un domaine que dans l'autre. Et puis après, tu as la biologie qui va peut-être un peu plus se connecter à la chimie d'abord, mais aussi d'une certaine manière à la physique. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on cherche à faire. On cherche à expliquer beaucoup de choses avec peu de comment dire, un minimum de dogmes, un minimum de principes de base, si tu veux. Donc je pense que ça va un petit peu en science aussi dans le sens de ce que tu décris par rapport à tes domaines à toi, quoi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a de ça, ouais, clairement. Est-ce qu'on peut essayer un truc? Si je te montre le logo originel de Principes fondamentaux, est-ce que tu veux voir, si tu peux faire une sorte d'étude de cas rapidement, juste pour tester? Mais je sais, c'est un arbre déjà, non? C'est pas un arbre avec des racines. Depuis, je l'ai un petit peu modifié parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun sur tous les épisodes, c'était moi, donc j'ai mis ma tête maintenant dessus. Mais ça, c'est ça le logo de base que j'avais fait à l'époque. Donc je sais pas si tu peux nous décrire ce que tu vois et voir ce que ça t'inspire, voir si mon idée à la base faisait sens ou si ou si c'était un peu absurde, je ne sais pas. Alors moi, ce que je vois là, c'est un jeu de miroir entre le haut et le bas, donc les étoiles, le cosmos, et les racines, genre le mycélium, quelque chose comme ça. C'est quoi mycélium? Mycélium, c'est tu vois, les champignons, ils ont tout un réseau de racines entre eux. C'est vraiment une espèce qui tisse une toile sous les racines des arbres, ça s'appelle le mycélium. D'accord. Donc ça me fait penser à ça. Et vraiment cette espèce de principe fondamental qui serait une espèce de jeu de miroir entre ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas, ou en tout cas tout se répond, quoi. Ouais. Et qui serait une espèce de loi physique un peu immuable, quoi. En tout cas, c'est une loi qui a été très crue, j'allais dire, dans les siècles. Ça, le fait que tout répondait à une fonction précise en fonction d'un ordre établi en haut, tu vois. Après, je vois le vert, beaucoup, évidemment, qui est aussi à côté de nous, là. Oui, effectivement. Je peux te dire quoi du vert? Le vert, c'est évidemment une couleur ambivalente, comme toutes les couleurs.
qui représente aussi bien l'espérance que l'avarice. Mais le vert, ce que je peux te dire, c'est que je sais pas pourquoi tu aimes le vert, tu vas me le dire après, mais c'est la couleur chimiquement qui a été le plus instable, donc la plus difficile à figer. D'accord. C'est pour ça que tu vois, le vert, ça porte malheur au théâtre, par exemple, parce que du coup, comme on n'arrivait pas à figer cette couleur sur les costumes, on faisait des costumes, on peignait des costumes, et du coup, les pigments qu'on avait, c'était genre de l'oxyde de cuivre, enfin, c'était des trucs hyper dangereux, Ok. ce qui fait qu'il y avait des fois des accidents. C'est pour ça que on dit qu'on porte pas de vert sur scène. Et du coup, c'était aussi une couleur qui symbolisait tout ce qui était instable, notamment les amours instables, les jeunes amours, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que c'est devenu la couleur de l'espérance. Notamment les femmes au Moyen-Âge, elles portaient, au Moyen-Âge Renaissance, portaient beaucoup des robes vertes quand elles étaient enceintes, tu vois, justement. Et la couleur de la vigueur, de la nature, enfin, tu vois, de trucs de l'organique pur, quoi. La couleur qui symbolise la sève, la montée de la sève. Enfin, tu vois, quand on pense à un arbre, on pense évidemment au tronc, mais on pense surtout au pied qui est vert, etc. Donc voilà ce que ça m'évoque. Mais est-ce que tu fais aussi référence simplement au vivant qui est fondamentalement de quoi découle tout le reste? Alors, c'est pas l'idée, non. C'était pas l'idée. C'était vraiment l'idée des racines. Des racines, donc de ce. De là d'où on, enfin ouais, de là d'où on part, de là d'où on peut faire démarrer la réflexion, si tu veux. Ok. Voilà. Il y avait vraiment de ça, plus que du côté vivant. Parce que même à un moment, il y avait eu un test avec comment dire, j'allais dire des pilotis, enfin euh, des espèces de barres qui s'enfonçaient dans le sol, tu vois. Et après, je trouvais que les racines, ça marchait peut-être mieux. Mais ouais, c'était ça. Et puis après, les étoiles, c'est un peu c'est un peu l'infini, c'est un peu, tu vois, partir du sol, partir de la base, ouais. pour après, S'expandre. ouais, exactement. Ouais, c'était un peu ça l'idée. Ok. Et avec une sorte de lever de soleil en fait derrière. Là, tu vois, il y a la lumière qui ressort. Donc en fait, le fondamental, c'était un petit peu l'arbre, quelque sorte, avec ses racines. Et puis le principe qui lévite un peu au-dessus. Tu vois, le principe, c'était un peu plus. Effectivement, j'associe ça peut-être un peu plus à la réflexion humaine, et le fondamental à ce qui ne dépend pas de l'homme, à ce qui est plus objectif. Voilà, c'était un petit peu la réflexion de départ, mais du coup, je trouve que c'est intéressant de te faire lire, on va dire, avec ton regard à toi extérieur et avec tes connaissances. Oui, voilà. Ça m'intéressait ce regard. Voilà, merci. Bien. Est-ce que par rapport à ton domaine, il y a des clichés que tu aimerais démonter, des choses qu'on se dit? Alors, peut-être que ça va être dur parce que ton domaine, les gens enfin, le terme, les gens le connaissent pas très bien, Oui. et peut-être que les gens se posent pas trop la question d'un point de vue vraiment volontaire. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on se dit, on se dit, bon, on pense que c'est vrai, et puis en fait peut-être pas, peut-être prendre du recul par rapport à certains éléments. Ben, moi, ce que j'aimerais juste rendre visible, c'est que voilà, un sémiologue, c'est pas que quelqu'un qui est dans ses livres, et que les configurations d'être au monde de ce métier, elles sont pas circonscrites aux bibliothèques, et voilà, que c'est pas juste à l'université, ou C'est pas juste théorique. c'est pas juste théorique, et ça se veut pédagogique, et ça se veut pas alambiqué. Enfin, ça peut l'être, hein. Je laisse d'autres sémiologues le faire s'ils Bien veulent, sûr. mais moi, c'est pas du tout mon positionnement. Au contraire, moi, ce que je veux, c'est démocratiser ça et le rendre accessible. Donc, ce serait pas pertinent de rester dans une bibliothèque et de certes pouvoir lire le latin, le grec, l'assyrien et je ne sais quoi, mais de pas pouvoir le transmettre. Ouais. Tu vois. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est m'appuyer sur des universitaires dont c'est le boulot de chercher et de lire le latin, le grec, etc. Je le lis un peu, hein, mais je veux dire, eux, je sais qu'ils font du très bon boulot, et moi, ça me permet de garder une partie de mon énergie pour réfléchir à comment le transmettre pour que ce savoir y perdure. Moi, ma posture, c'est pas... En fait, je pourrais pas tout faire. Je pourrais pas à la fois être une chercheuse, une pédagogue. Voilà, et moi, le parti que j'ai pris, c'est vraiment
Je sais j'ai une base de données d'auteurs qui ont fait des trucs incroyables, qui me semblent être juste fascinants pour tout le monde. Et donc voilà, je prends ce parti de faire des comptes rendus de leurs travaux en les citant toujours et en transmettant tout ça parce que sinon, malheureusement, j'ai peur que ces ouvrages-là, ils soient un peu soit méconnus, soit oubliés, quoi. Enfin, j'ai pas peur, je dirais. Je pense que ces auteurs, ils seront pas oubliés, mais dans notre génération, en tout cas, voilà, moi, mon positionnement, c'est vraiment de me dire, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir des livres ressources qui, je sais, sont très de qualité et avec ça, transmettre en me disant, voilà, j'ai ce livre ressources et avec ce livre-là, on va imaginer un atelier. Et évidemment, au sortir de l'atelier, les gens, ils seront pas incollables sur les symboles berbères de A à Z, mais au moins, ils auront eu des images, une illustration, des études de cas. Et ça, c'est super important. Et je pense que tu vois, ça m'a demandé pas mal de boulot de lâcher cette posture scientifique. Ouais. Parce que moi, voilà, j'ai fait quand même un mémoire où j'ai beaucoup rédigé, puis ça répondait à certaines normes. Mais en fait, de lâcher cette posture parce que je me rends compte que je voulais aller vers quelque chose de plus simple, de plus humain, Oui. que du coup, tu ne peux pas tout faire en même temps. C'est pas possible. Et parce que le temps que j'ai, je veux le passer avec des humains parce que j'aime les gens. Et que je pourrais pas le faire si si je voulais produire un travail de chercheuse. Ouais. Tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends bien d'où tu viens. À l'opposé, quand on commence à s'intéresser à ce genre de questions, euh, qu'est- d'où est-ce qu'on part euh, d'où est-ce qu'on part par rapport à sa réflexion? Est-ce qu'il y a des principes fondamentaux quand on commence à s'intéresser à la sémiologie? Bah, moi, je dirais les bases, quoi. Enfin, les couleurs, les animaux, Ouais. les plantes. En fait, je sais pas si je suis très objective, mais pour moi, c'est les bases parce que, encore une fois, c'est ce qui nous entoure immédiatement. Maintenant, tu pourrais commencer par la géométrie, parce qu'il y a eu pas mal de connivence entre la science et la spiritualité à un certain moment. Je ne saurais pas le dater exactement, je dirais que c'est au niveau de la 14, 15e peut-être. Peut-être 15. Alors, entre le 14 et le 16e, pour pas dire de bêtises. Mais voilà, il y a eu des discours qui se sont un peu superposés là-dessus. Peut-être que si c'est ta porte d'entrée, y aller par là. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qu'on voit le plus autour de nous? Bah, c'est les couleurs. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça les choses qui sont fondamentales. Là, je vois que ton coussin, il a des rayures. Michel Pastoureau, il a écrit un super livre sur la symbolique des rayures aussi. D'accord. Donc, par exemple, tu vois, ça peut être tout un tas de trucs. Ouais, en fait, vraiment partir des choses qu'on voit très Ouais, régulièrement ce que tu vois, ouais. et voir ce qui se cache derrière en termes de symbolique, en termes de culture. Exactement. Ok. Ouais. Ok, super. Euh, Est-ce que tu as des ressources à conseiller aux gens qui veulent creuser ce sujet-là? Donc, comme tu disais tout à l'heure, quand tu fais un atelier, tu vas pas sortir en sachant tout sur le domaine. Principes fondamentaux, c'est pareil. Les épisodes durent un bon moment en général, mais c'est une première approche. C'est pour s'imprégner au début. Et après, les gens, ils peuvent creuser en Ouais. général de deux manières. Soit par rapport à la question que je viens de poser, si quand les invités ont des ressources à conseiller, donc livres, site internet, chaîne YouTube, podcast, etc. Et puis après, la question que je te poserai un peu plus tard par rapport à toi, ce que tu fais, donc ce que les invités font, des fois on peut apprendre au contact des invités directement. Donc là, d'abord, je te demande Mm. les ressources externes Ouais. que tu penses pour quelqu'un qui veut aller au-delà de notre épisode, qu'est-ce que tu conseillerais? Michel Pastoureau, putain, j'en parle trop. Michel Pastoureau qui a écrit une pléthore de livres qui sont vraiment tous aussi fascinants les uns que les autres. Il a écrit un livre sur le loup, le taureau, la baleine, en termes d'animaux, l'ours. Enfin voilà, il a vraiment. Et puis sur les bestiaires aussi également. Donc si on est intéressé de ce point de vue-là, allez chercher de ce côté-là. Évidemment, je dirais aussi tout ce qui va être iconographie, donc histoire de l'art. Hyper important parce que c'est aussi un médium d'expression et véhicule de symboles, l'art. Donc je dirais, voilà, il y a pas mal de. Je te donnerai si tu veux les mettre dans les Ouais, notes du ouais, podcast. j'allais le préciser.
notes d'épisode, donc c'est-à-dire sur YouTube, en dessous de l'épisode, dans la description. Sur les plateformes de podcast, pareil, vous devrez pouvoir retrouver ça assez facilement sous le lecteur. Et enfin, sur mon site web, alexandrepenaud.fr/podcast. Et donc, dans ton épisode, Léa, enfin, dans ton article de blog sur le site, pareil, vous retrouverez tous les liens et toutes les références que mentionne Léa. Donc, vous pouvez vous rappeler directement si vous êtes capable. Sinon, vous aurez juste un clic à faire, donc c'est le plus simple. Mais je te mettrai ça, donc j'ai pas mal de ressources en histoire de l'art. Oui. Il y a aussi, en iconographie chrétienne, moi je me suis formée avec Laurent Ridel, qui a une formation en ligne sur Podia qui s'appelle l'École des cathédrales. Et là, il t'apprend vraiment à décrypter ce que tu vois quand tu rentres dans des lieux de culte. Et ça, c'est fascinant. Il t'apprend à lire les vitraux, à reconnaître les saints, etc. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Moi, ça m'a beaucoup aidé. En mythologie, la puissance du mythe de Joseph Campbell, qui est très beau, et qui ouvre des portes de réflexion sur la mythologie. Voilà, il ne faut pas, encore une fois, ne pas prendre ça comme une vérité absolue. Maintenant, je trouve que c'est très intéressant pour revisiter notre rapport à la mythologie, justement. Donc, cet ouvrage-là qui est vraiment, vraiment très pertinent pour moi. Aussi, beaucoup d'ouvrages d'Umberto Eco, qui est un autre sémiologue italien qui lui a beaucoup étudié le Moyen-Âge aussi, mais qui a fait vraiment plusieurs types d'ouvrages sur différents sujets qu'il faudra les consulter. Claude Lecouteux, Philippe Walter, qui étudie beaucoup le folklore et l'imaginaire, donc la symbolique des loups-garous, des fées, voilà, toutes ces créatures-là. On pourrait croire qu'elles ne sont pas vraiment étudiées à l'université, mais il y a vraiment tout un pan de l'imaginaire, de cet imaginaire-là qui est consacré, qui est vraiment étudié. Moi, j'avais fait une de mes communications sur le loup-garou à une époque. Donc voilà, il y a tout ça, tous ces auteurs qui sont chouettes. Et ensuite, je pense à des podcasts. Laurent Ridel, il fait pas vraiment de podcasts. Mais du coup, Michel Pastoureau, c'est pas des podcasts, mais voilà, il fait des conférences sur YouTube. Donc si on veut les mettre en fond, je sais que Sarah, elle adore faire ça, ma graphiste là. elle dessine et elle se le met en fond. Oui, voilà, là je pense à rien d'autre pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est déjà pas mal. Il faudra bien qu'on mette ça dans les notes d'épisode parce que ça fait beaucoup de noms propres en plus. Donc pour bien les écrire, ça sera plus simple que tu me les envoies. Je t'enverrai tout. Ouais. Et on les mettra dans les notes d'épisode comme ça sera. Vous galérerez pas trop les auditeurs à chercher, à chercher les noms. Bien, qu'est-ce que les auditeurs ou moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Donc en général, je dis pour toi, pour ta cause. Là, c'est pas vraiment une cause, mais c'est le moment de dire soit quelque chose qui va rejaillir, si on le fait, ce qui va rejaillir de manière indirecte sur toi, ou de manière très directe. Ça peut être par rapport à toi, tes activités. Ça peut être un endroit pour te suivre sur un réseau. Ça peut être ce que tu veux, en fait. Un appel à l'action par rapport à ce sujet dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Un appel à l'action qui te semble être utile. Relayer cet épisode de podcast et oui, et d'être curieux de ce que c'est la sémiologie, d'aller voir un petit peu sur mon site internet, mes articles de blog, peut-être participer à mes ateliers de yoga, je ne sais pas, il y a peut-être des yogis dans les auditeurs. Peut-être. En tout cas, voilà, contribuer au fait que la sémiologie soit de plus en plus visible et comprise, en tout cas. Donc ça serait chouette. Et puis, oui, d'aller essayer de se connecter à un autre type de savoir et un autre type de connexion à soi, mais aussi aux autres. De refaire une place dans sa vie au récit. Ouais, moi, c'est ce que je conseillerais aux gens de faire. Et de me retrouver. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un Linktree que je te donnerai si tu veux. Il y a tout de... Il y a aussi mes photos, mais... Voilà, c'est un Linktree où il y a toutes mes activités. Toutes les activités, d'accord. Parce qu'on n'a pas parlé de la photo, mais voilà, Léa fait pas mal de choses différentes. Et donc, vous pourrez tout retrouver au même endroit. Les réseaux, t'es sur quel réseau? T'es actif sur quel réseau? Sur tous. Tous? Oui, mais parce qu'il ne faut pas le dire, mais je programme, tu sais, les publications. En vrai, c'est la même publication sur plusieurs réseaux. Non, mais faut pas le... Voilà. Tu peux le dire. Donc oui, je suis active sur tous les réseaux, mais voilà. Donc LinkedIn, Instagram, Facebook... Et c'est déjà pas mal, en fait. C'est pas du tout tous les réseaux. Non, je pense pas. C'est pour ça que quand tu m'as dit tout, je me suis dit, j'exagère un petit peu, mais c'est déjà beau. C'est déjà beau. Non, 3. Mais j'aimerais bien commencer à faire du podcast aussi. Donc,
On verra. On pourra en reparler. Oui, on verra. Bon, super. Si les gens veulent interagir avec toi, te parler, te poser une question, Mhm. te faire travailler, quel moyen de communication tu privilégies? Alors là, peut-être LinkedIn, parce que Instagram, des fois, j'ai des requests, mais je les vois pas Ah souvent. oui. Donc ça. Et j'oubliais, par rapport à ta question d'avant, je t'ai dit, mais en fait, ce qui me ferait, moi, du plaisir, c'est qu'on me recommande. Vous avez entendu parler de ça, et vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui galère avec une identité ou qui aurait besoin de contenu, pensez à moi. Voilà, recommandez-moi. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche depuis des siècles, et je pense que c'est pas pour rien. Et parce que je pense que là, en plus, on a eu un petit aperçu de qui j'étais, en plus de simplement mon métier. Mais du coup, pour en revenir aux réseaux sociaux, ouais, plutôt LinkedIn. Et sinon, sur mon site internet, j'ai un formulaire de contact et mon adresse mail qui est visible un peu partout. Donc là, c'est sûr que si vous m'envoyez un mail, je vais le recevoir. Ok. Donc voilà. Juste, même s'il sera dans le Linktree, ton site web, Alors, c'est quoi? Calianthus.fr, donc C-A-2-L-I-A-N-T-H-U-S. Ça veut dire jolie fleur en grec. Magnifique. Bon, et ben voilà, juste on arrive à la dernière question de ton épisode. Est-ce que, de la manière la plus condensée possible, en une phrase, si tu es capable, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté notre discussion? Oui, j'aimerais qu'on retienne que nous ne sommes pas une génération spontanée, que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Donc il faut se relier au passé, c'est super important d'aller voir un peu ce qui se passe parce que il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Je dis pas que la clé elle est dans le passé, hein. Je dis qu'il y a des clés dans le passé pour aller dans le futur.